À tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour cette édition du Grand Forum qui redémarre pour une nouvelle semaine jusque 18h. Et nous saluons des nouveaux auditeurs aujourd'hui du côté de Poitiers et de Tours en DAB+. France Maghreb 2 est désormais écouté à Poitiers et à Tours en DAB+, donc bienvenue aux nouveaux auditeurs. Au programme de cette émission, le zapping bien entendu, le quiz en fin d'émission. Nous nous intéresserons aussi aux vacances avec cette flambée des prix, grève des transports, également hausse certaine des carburants. Est-ce que cela contrarie vos vacances? Est-ce que vous allez changer un peu vos plans ou pas? On en reparle évidemment. J'aurai le plaisir d'accueillir une ancienne chroniqueuse, une amie de la radio du LGF en tout cas, Hanan Zawani, qui réagira sur ce qui s'est passé, le drame de Melia. C'était le vendredi noir au Maroc. On fera le point avec Hanan Zawani, citoyenne franco-marocaine. Macron décide de garder le cap finalement après la claque ou la gifle selon après reçu aux législatives. Il ne change pas de cap et conserve visiblement Elisabeth Borne, première ministre. C'est ce qui a été annoncé ce week-end. Elle y est chargée de former un gouvernement d'action. Et on va commencer avec cet appel dans cette tribune de 3 patrons de Total Energy, de Engie et de EDF qui appellent les Français à vraiment faire, et de manière drastique, des économies parce que l'hiver prochain risque d'être très compliqué pour nous. Le Grand Forum, Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et on commence cette nouvelle semaine avec Smaïn Teffour, notre journaliste spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Bonjour Smaïn. Bonjour Christophe. Comment ça va mon Smaïn? Très très bien mon ami. Gamal Abina, fondateur du MDC, comment ça va Gamal? Ça va très bien et vous les amis? Très très bien, bienvenue à vous les amis. Merci. Jusque 18h, il n'y a que des amis, c'est formidable, tout le monde s'aime, magnifique, tout ça. Allez, c'est parti pour notre premier débat les enfants. Les patrons d'Engie, d'EDF et de Total Energy appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation de pétrole, de gaz, d'électricité. Une nécessité selon eux pour éviter une pénurie d'énergie l'hiver prochain. Car avec la guerre, le gaz russe vient à manquer et les importations, notamment depuis d'autres pays, ne le compensent pas totalement. Le Grand Forum, Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. On va la faire simple, c'est une tribune donc qui a été publiée hier dans le JDD, dans le journal du dimanche, à l'initiative et à la main-d'œuvre 3 patrons et pas des moindres de l'énergie que sont le patron de Total Energy, de Engie et de EDF qui appellent les Français, de manière drastique d'ailleurs, à faire des économies immédiatement, et le mot est important, immédiatement. Pourquoi? Parce que risque de pénurie, risque pour la cohésion sociale pour l'hiver prochain. Le gouvernement monte au créneau pour justifier cet appel et cette tribune. D'abord, est-ce que vous avez l'intention de faire des économies? Est-ce que vous avez l'intention de changer un peu vos habitudes, de vous chauffer peut-être un peu moins l'hiver prochain, de faire des économies d'électricité, peut-être aussi aller un peu moins à la pompe, au gasoil? Smaïn, comment tu entreprends, comment tu entrevois cet appel de ces 3 patrons? L'heure est grave. Très très bien, oui, tout à fait. C'est le cas de le dire, Christophe, parce que ces 3 patrons, je pense qu'ils sont très très bien placés pour anticiper un peu ce qui va se dérouler d'ici la rentrée, c'est-à-dire septembre. Donc, mois de novembre risque d'être très très chaud. Là, ils se projettent apparemment dans une perspective vraiment négative. On va assister quasiment à un choc gazier, semblable à celui du choc pétrolier de 73. Et c'est ça qui fait que maintenant, on est en train, enfin surtout le peuple, le citoyen de ce pays, sont en train de payer les pots cassés des erreurs politiques de nos gouvernants qui malheureusement n'ont toujours pas tiré le sang de cette histoire-là, c'est-à-dire l'Ukraine. Au lieu de privilégier les voies diplomatiques, on souffle le chaud et le froid. Vous avez une Europe qui est quasiment soumise aux États-Unis à chaque fois que les Européens, les Français et les Allemands en l'occurrence, essaient de tempérer en essayant d'ouvrir donc les canaux de la communication pour arriver à une solution plus ou moins acceptable pour toutes les parties. À chaque fois qu'il y a cette volonté, il y a les Américains qui sont derrière. On l'a vu hier, pas plus loin qu'hier, en Bavière, en Allemagne.
quand M. Biden, c'est donc tel un chaman qui était en train un peu de régler un peu la musique de cette Europe qui n'a toujours pas compris qu'il faut jouer une autre note au lieu de jouer la note américaine. Les écolos vont être contents, Gamal. On va réouvrir une centrale au charbon pour faire face. On revient au 19e siècle, en fait. Bon, on va pas être méchant avec les écolos. Il y a eu la posture ridicule de Jadot qui était un va-t-en-guerre. Qui est pressenti pour le gouvernement. Hein. Bah, ça lui irait bien. Il a tellement été mauvais en tant que chef des Verts, c'est vraiment catastrophique. Mais bon, simplement pour dire que, pour répondre à ta question, il réouvre des centrales à charbon. Aujourd'hui, l'écologie, tout le monde s'en fout, hein, apparemment. Les dirigeants politiques, ils en parlaient beaucoup. Mais vu ce qui se passe avec la crise ukrainienne, avec le fait qu'ils veuillent contourner l'incontournable, à savoir la Russie en termes de production d'énergie propre, le gaz, c'est une énergie propre. Hein. On arrive à croire que ces patrons qui vont nous demander de faire des économies nous obligeraient à baisser la consommation de gaz, moins de pétrole, enfin surtout de gaz, du pétrole aussi, un petit peu de pétrole. Alors il faut d'abord rétablir 2-3 vérités parce que c'est quand même assez hallucinant d'entendre ce genre de stupidité. La France importe effectivement du gaz. L'essentiel de son énergie est produite à partir du nucléaire. On ne remplacera jamais le pétrole puisque de toute façon tous les objets sont fabriqués à base de plastique, dont pétrole. Dérivé. On ne remplacera pas le pétrole pour le kérosène des avions, la pétrochimie. Et surtout, on ne remplacera pas le pétrole pour simplement le transport, hein, au sens large du terme. Par contre, sur la question du gaz, là, c'est beaucoup plus tendancieux. Le premier exportateur de gaz en destination de la France, c'est la Norvège, qui donne à peu près 36% des besoins des Français. Vient derrière la Russie, 17%. En troisième position, on trouve l'Algérie avec 8%, Pays-Bas 8%, Nigeria 7% et Qatar 2%. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France dépend du gaz à hauteur de 17% à destination de la Russie. C'est les Russes qui leur donnaient ça. Ça peut être. Oui, non, mais ça peut être remplacé. Gamel, juste une petite rectif. Excuse-moi de te rectifier. On parle de 20% de gaz. Non, c'est 17%. 17%, d'accord. 17% confirmé. Donc ça signifie que la France peut se passer du gaz russe si elle fait l'effort de développer ce partenariat avec le Qatar, par exemple. C'est que 2% et surtout l'Algérie. Par contre, elle ne se passera pas du pétrole. Et on ne parle pas tellement de la question du pétrole, qui est quand même assez essentielle. Même si le pétrole peut être apporté par supertanker, mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on essaie de faire peur à la population pour faire accepter aux gens l'inacceptable. Et qu'est-ce qui est l'inacceptable? C'est que cette guerre, qui n'est pas une guerre française ni européenne, c'est une guerre entre Russes et Ukrainiens, a été complètement trustée par ces Européens qui ont poussé à la faute les Ukrainiens au lieu de les pousser à la négociation, pour que finalement, ces sanctions qu'on pensait être infligées à la Russie se retournent contre ceux qui les ont émises, à savoir les Européens, sachant que les Américains sont complètement à l'abri. Ils ont du gaz, du pétrole, du blé, il ne leur manque rien. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quel est l'intérêt pour les Européens de poursuivre une politique atlantiste stupide qui leur coûte aussi cher, sachant que l'hiver qui va arriver, on espère que la guerre sera finie. L'hiver prochain sera un hiver qui risque d'être extrêmement difficile puisqu'on évoque la possibilité de réduction de consommation de gaz alors qu'on ne connaît pas les conditions climatiques. On demande aux Français d'ores et déjà de faire des efforts. Ce qui est pathétique. Et de réduire immédiatement leur consommation. Alors, ma position elle va être très claire. Nous n'avons pas à essuyer les plâtres de choix politiques ridicules et de va-t-en-guerre. La seule chose qu'il faille demander aujourd'hui par rapport à la question ukrainienne, puisque les Russes sont en train d'emporter la victoire haut la main, il ne leur reste plus qu'une seule ville à prendre, je le rappelle quand même, il leur reste Odessa, c'est un port. La seule chose qu'il faille demander, c'est que les Ukrainiens aillent voir les Russes pour discuter d'homme à homme, pour trouver un terrain d'entente et un modus vivendi. Et nous n'avons pas à pousser les gens à la guerre. Il y a eu trop de morts dans cette guerre. Il est inadmissible de mettre tout le monde en danger juste parce que les Américains ont décidé de vendre des armes dans les proportions abyssales à l'Ukraine et à l'Allemagne. 100 milliards, je le rappelle. Donc, il faut faire attention à ça. Jamel est avec nous, 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Salut mon Christophe, bonjour Gamal, bonjour Tariq, bonjour à toutes et tous. Non, c'est Comment allez-vous? C'est Smaïn, Jamel. Pardon, excuse-moi, je suis dans mes pensées. Je suis au volant tranquillou. Est-ce que t'as commandé du bois pour cet hiver, Jamel? Bah écoute, j'ai pas le droit moi au bois dans mon HLM. Bon, il va falloir réduire la température du chauffage, mon vieux. Bah écoute, moi je suis en chauffage collectif. D'un côté tranquillou, mais je suis quand même au gaz. Mais après l'intervention de Gamal, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Honnêtement, il a tout dit. C'est que moi déjà, allez, je vais repasser au plan du citoyen classique. Un grand patron, des grands patrons qui nous disent attention, baissez votre consommation de gaz. Moi, je trouve ça super déplacé. Je trouve ça super déplacé parce que en fait, on nous augmente. Et comme on nous l'a dit, nous dans ce conflit-là, on n'a rien à voir, on n'a rien à y gagner, mais tout à y perdre. Et après, on va parler des vies humaines, c'est juste incroyable.
Mais de là à nous bassiner avec du gaz et à nous allumer de toutes parts à droite à gauche, et l'écologie, Gamal l'a dit au début de son intervention, l'écologie elle est passée à la trappe. Hein. L'écologie elle est passée à la trappe. Il y a énormément de choses. Ouais, mais là il y a urgence, Jamel. Il y a urgence. Il y a urgence, c'est que comment on fait pour avoir, je sais pas, moi je roule avec un éthanol depuis plus de 10 ans, même plus que ça. Ouais, c'est bien. Donc ça va un peu tranquille, mais sur le diesel, 2,30 € le litre. C'est l'horreur. Moi, la voiture avec le gamin pour aller faire un tour, je peux pas. Personnellement, je ne peux pas. C'est combien l'éthanol? L'éthanol, il a augmenté, il est à peu près à 80 centimes en moyenne. C'est pénard. Hein. Purée. Bon, donc, je vais acheter une bagnole à éthanol. Mais tu prends ça, tu prends l'huile à 3,50, etc., sur des spéculations et des choses, des choses insensées au prix de vie humaine. C'est incroyable. Et comme l'a dit Gamal, je le kiffe déjà, mais là aujourd'hui, il a tout résumé. C'est que, zut, je vais rester poli, mais que les Ukrainiens et les Russes s'asseyent à une table et admettent leur défaite. Au bout d'un moment, faut sauver les meubles et sauver les vies surtout. C'est surtout ça dans ce conflit. Les Américains, ils sont pépères sur leur sol, comme ça a été de nombreuses fois le cas dans le passé. Avec le coup de l'avortement, je peux vous dire que ça c'est une tension palpable aux États-Unis. Hein, ça... Ah oui, mais bon, les États-Unis, ils sont tranquillous là-dessus. Ils ont des massacres hors du commun grâce à leur idolâtrie des armes. Mais par contre, pour aller donner des leçons et foutre le bazar à droite à gauche, c'est champion du monde. Eux, sont pas touchés sur leur territoire par ça. Bon, merci mon Jamel. Salut mon Jamel, merci à toi. 01 40 33 9000. Non, détrompe-toi, Jamel. Mon Gamal, hein. Ça, entre conservateurs qui sont très présents aux États-Unis, ça va être un conflit qu'il va falloir surveiller de très près. C'est un conflit politique, ça va pas bien loin. Mais il est récurrent, Christophe. C'est pas dire en plus, c'est une question de. C'est vraiment récurrent, Christophe. Le conservatisme anti-avortement, c'est pas une surprise. Les Américains, ils se prétendent puritains, mais après. Ils sont puritains. C'est dans la tradition. Dans la tradition. La tradition. Mais après, dans les faits, effectivement, il y a beaucoup d'excès. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était interrogé ce matin chez Apolline Killing-Travers sur BFM TV. Qu'en pense-t-il de cette tribune des trois patrons de l'énergie, Total Energy, Engie et EDF? D'abord, je salue effectivement cette tribune des énergéticiens français. Je pense qu'elle va dans le bon sens et que c'est un signal très fort de leur part. Je rappelle que c'est un message qui a été passé par le président de la République il y a maintenant plusieurs mois. Quand il a défini notre stratégie énergétique à Belfort, elle repose sur 3 piliers. Accélérer la réalisation de nouvelles structures renouvelables, notamment les champs éoliens offshore, construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires, et faire preuve de sobriété. Chacun doit comprendre que la sobriété est un point de passage obligé pour réussir notre transition énergétique et lutter avec efficacité contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'alternative à la sobriété, elle est nécessaire. Et tant mieux si les énergéticiens se saisissent de ce sujet. Je rappelle aussi que la Première ministre a lancé le plan sobriété énergétique il y a maintenant quelques jours. Est-ce qu'on en est là? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit qu'on va manquer de gaz cet hiver? Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des blackouts, des moments où on n'a plus d'électricité, où on ne sait pas faire face à la demande? Notre rôle, c'est justement de faire face à cela, de tout prévoir. Les décisions qui sont prises sur l'usine de Saint-Avold, elles vont dans ce sens-là. Il s'agit de prévoir. C'est la centrale à charbon. Hein, voilà. Nous maintiendrons la décision de fermeture de toutes les centrales à charbon. C'est l'engagement du président de la République. Il sera tenu, mais il faut pouvoir faire face à l'imprévu, à des situations qui sont des situations hors normes, d'autant plus que sur le gaz russe, nous ne savons pas quelles sont les décisions. En gros, ce que vous nous dites, c'est si vous baissez pas le chauffage, on aura du charbon. On sera obligé de rallumer le charbon cet hiver, quoi. C'est pas ce que nous disons. C'est pas une question de menace ou de. C'est simplement essayer sur le long terme de changer nos habitudes, de changer chacun nos comportements, pour que nous réussissions cette transition énergétique et que nous soyons plus efficaces dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça commence d'ailleurs avant les particuliers, par les administrations et par les entreprises. Et nous, membres du gouvernement, responsables politiques, tous ceux qui ont des administrations sous leur autorité, ont une responsabilité très lourde pour réduire la facture énergétique de leurs bâtiments. Est-ce que vous allez demander à ces patrons, tous les patrons d'usines, etc., de faire eux-mêmes un effort? Est-ce que c'est simplement un encouragement, une demande que vous leur faites, ou est-ce que vous pourriez aller jusqu'à couper les usines la nuit, comme l'Allemagne commence à l'envisager dans certains de ces scénarios? Dans ces temps difficiles, ça vous donne mon état d'esprit profond. Il n'y a de solution que collective. Soit nous sommes capables, les particuliers, les entreprises, les administrations, l'État,
de définir un cap, une stratégie de long terme, une planification sur la sobriété, sur l'énergie, qui nous permettra d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il faut la gagner, cette bataille. C'est indispensable. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend, c'est l'avenir de notre planète. Et là, nous réussirons. Soit on commence à rentrer dans des chicailles interminables, à se rejeter la responsabilité des uns sur les autres, et ça ne marchera pas. Ça vaut pour le climat, ça vaut pour le pouvoir d'achat, ça vaut pour tous les grands sujets qui concernent la France. Bruno Le Maire, assez alarmiste, je le trouve, concernant donc cette intervention ce matin. Est-ce que vous seriez prêt à jouer le jeu, Gamal Abina ? Absolument pas. Je ne vais pas satisfaire les lubies d'un homme qui, je le rappelle tout de même, avait promis de réduire à la misère le peuple russe. Je ne satisferai pas ces mensonges. On est dans un parti politique qui est libéral. Ils ne vont jamais toucher aux entreprises, bien au contraire. Par contre, la population les intéresse beaucoup moins. Et puis surtout, la seule chose qu'il faille faire aujourd'hui, je pense que les peuples européens devraient commencer à manifester leur ras-le-bol, manifester physiquement dans la rue pour dire arrêtez vos histoires de conflits. On nous a bassinés pendant des années, et j'étais de cela, pour faire de l'écologie du durable, de l'écologie. Le meilleur moyen de réduire les gaz à effet de serre, c'est d'abord et avant toute chose l'utilisation du gaz pour réduire la production de pétrole et de charbon. Aujourd'hui, les Allemands reviennent sur le charbon, sur le nucléaire. Les Français réouvrent les centrales à charbon. C'est catastrophique, juste parce que de façon dogmatique, ils ont décidé d'aller emmerder les Russes sur des questions qui ne les regardent pas. Ils ont poussé les Russes et les Ukrainiens à la faute et aujourd'hui le payent. Donc si on veut obtenir un retour à la normale avant l'arrivée de l'hiver prochain, parce que c'est l'hiver qui va faire peur, il faut impérativement que les peuples manifestent leur volonté de ne plus laisser les gouvernants pousser à la guerre. On vend des armes aux Ukrainiens, ça rapporte de l'argent, pas beaucoup effectivement. On vend des armes, on pousse à la guerre au lieu d'amener la paix. Il faut la paix en Europe et il faut en sortir. Smaïn, t'es prêt à faire des efforts ou pas ? Des efforts. À titre personnel. À titre personnel, si on n'aura pas le choix, bien évidemment, bien sûr. Mais toujours est-il que les erreurs qui sont commises en ce moment, et notamment par celui que vous venez de passer, Bruno Le Maire en l'occurrence, qui était très très mal placé parce qu'il était dans la rhétorique des slogans, énergie, ceci, renouvelable et tout ça. Alors qu'on va arriver, on va plutôt utiliser le charbon. D'ailleurs, l'Allemagne a la même revu, si vous voulez, son arsenal juridique pour l'adapter justement à la consommation future du charbon. C'est ce qui est grave. On va revenir au 19e siècle. Tu te rends compte, Christophe ? On fait un gros bond en arrière, c'est vrai. Justement, est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire un effort ? C'est la question qu'on vous pose. 01 40 33 9000. Je sais pas, par exemple, abaisser d'1 degré ou 2 degrés, ça peut engendrer de grandes économies. Votre consommation de chauffage, votre électricité, est-ce qu'on met un peu moins la lumière partout ? Est-ce qu'on laisse allumer les appareils électroménagers ? Voilà, c'est tout ça aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à faire l'effort ? On en reparle dans un instant. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, les amis, merci d'être avec nous en direct. Votre émission de référence présente tout le mois de juillet encore. Soyez tranquilles, bien sûr. On va aller voir un petit peu nos chroniqueurs qui vont partir en vacances. On commencera d'ailleurs demain avec Nasser Lajili qui est en Tunisie. On ira à Djerba demain avec Nasser Lajili pour visiter cette belle île de Djerba. Voilà, une petite carte postale que je demande à toutes celles et ceux qui partent. Abina, il reste là, lui. Moi, je pars déjà pour commencer. Tu la ramènes pas, hein, ok. Non, moi, je pars pas. J'aime pas partir en vacances au mois de juillet. J'ai horreur de ça. Il y a trop de vacances. Juillet, ouais. En août, on n'est pas là, donc. Oui, mais je ne pars pas vraiment. Je partirai peut-être une semaine en août, pas sûr. Je pars d'ailleurs pour commencer dans 4 jours en Suisse. Ensuite. C'est pas les vacances. Ça. Si, c'est les vacances. Tu vas faire du business là-bas. Ouais. Ah oui. On va pas en Suisse pour les vacances. On va en Suisse pour faire du bise. Je pars en Algérie bientôt, Inch'Allah, si les conditions sont réunies. Et je partirai au mois de septembre, je ne sais pas où, mais ça risque d'être très, très intéressant. Ouais. Smaïn, vacances ou pas ? Écoute, c'est en perspective. Tout dépendra on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, justement. On demandera aux auditeurs s'ils ont un petit peu modifié leurs vacances avec ces grèves des transports. Vous avez suivi, là, plein de compagnies aériennes qui vont faire grève à partir du 5-6 juillet. Les aéroports de Paris qui annoncent des appels à la grève. Le carburant qui va monter sévère et qui continue de monter. Donc est-ce que ça modifie un petit peu vos plans pour ces vacances, pour cet été ? On en reparlera tout à l'heure, bien entendu. Pour l'heure, on est sur cette tribune qui a été faite dans le JDD, le journal du dimanche, à l'initiative et à la manœuvre les 3 patrons de l'énergie que sont Total Energy, Engie et EDF, et qui appellent
avec sobriété d'urgence face à la flambée des prix, à ce que les Français fassent des économies immédiatement. Ça commence maintenant, les amis. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu au prix donc d'éventuellement d'avoir un problème de cohésion sociale l'hiver prochain, des pénuries d'électricité, des coupures? Il y a des amis d'ailleurs qui m'ont dit avoir été appelés par Engie en leur disant que ils étaient prêts à assurer leurs appareils électroménagers en cas de coupure récurrente d'EDF, d'électricité. Il faut vraiment s'attendre à des coupures d'électricité, à des pénuries d'électricité l'hiver prochain. Smaïn, vraiment, on est par là, on est là. On est là aujourd'hui en France. On n'a pas su anticiper. Absolument, on n'a pas du tout anticipé. C'est ça le problème. Quand on voit par exemple que la France avait décidé donc de faire du stockage, on va dire du gaz à 100% d'ici mois de novembre et que les Russes les ont pris de court. Ils ont carrément donc arrêté la fourniture de gaz à la France, la Pologne, enfin il y a 5 pays européens qui ont été carrément donc privés du gaz russe. Alors, là, par contre, il faut se poser des questions. Et pour l'électricité, pour revenir à l'électricité, il est vrai que pour faire produire surtout l'électricité avec tout ce qui est hydraulique, ça va poser problème. Oui, c'est vrai. C'est le cas de le dire, Christophe. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux Français de faire des économies. Finalement, c'est en dépit d'une politique qui a été mal anticipée, Gamal Amina. Je veux dire, on sait quelles sont les conséquences qu'il y aura au vu de ce qui se passe, du conflit et surtout de la position française. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Désolé, Smaïn, pour le coup. Tu as raison sur le gaz, il n'y a pas de problème. Par contre, sur l'électricité, c'est anticipé depuis De Gaulle, je le rappelle quand même. La France dépend pour 77% à 80%. Je parle du nucléaire, c'est ça ? Du nucléaire civil qui produit l'essentiel de l'électricité de la population française. Donc, il n'y aura aucun problème d'électricité à telle enseigne qu'il y a tellement de production électrique qu'ils sont obligés de faire du délestage pour l'exporter vers la Belgique ou d'autres pays parce qu'il y a une surproduction énergétique. Alors pourquoi EDF demande de faire des économies? Parce que dans la propagande, c'est la propagande d'État consiste à dire quoi? À dire qu'il y a une production marginale d'électricité à base de gaz, très marginale en vérité, que l'alimentation en gaz dans les logements est de plus en plus marginale puisqu'on est en vivre élec aujourd'hui. Alors je traduis, tous les logements neufs qui sont construits sont tous équipés uniquement de chauffage par l'électricité. Il n'y a plus de raccordement au gaz. Donc la dépendance vis-à-vis du gaz devient marginale, c'est un fait. Alors que par contre, quand ils demandent à faire des économies, c'est pour créer une ambiance générale. Parce qu'on sait qu'il y a une pénurie qui va arriver, non pas d'électricité, mais de biens en règle générale. Et on habitue les gens à l'idée qu'il va falloir commencer à se restreindre dans sa consommation. Si vous dites que l'électricité est abondante en France, ça donnera le sentiment qu'il n'y a peut-être pas une crise de ce côté-ci et ça ne justifiera pas l'augmentation faramineuse des prix de l'électricité. Donc aujourd'hui, l'électricité française vaut très cher alors qu'elle ne vaut pas ce prix-là normalement, puisque c'est les mêmes matériaux qu'on utilise pour la produire, à savoir de l'énergie nucléaire, donc on nous arnaque littéralement. Et que de l'autre côté, le gaz devenant marginal, sachant que l'essentiel vient en plus, je l'ai dit tout à l'heure, du nord de l'Europe, on ne peut pas comprendre cette politique. Mais on peut la comprendre à l'aune d'autres choses. C'est comment toujours aux Français de faire des efforts, de se restreindre, de faire des économies. Parce que, effectivement, la crise qui a commencé avant l'invasion de l'Ukraine, la crise économique, je rappelle que la France avait déjà, on était à 5% d'inflation avant que l'invasion du 24 février. Cette crise est durable. Pourquoi ? Parce que malheureusement, et je vous donne une petite information, ouais. Je travaille dans le textile. Ouais. Aujourd'hui, dans le textile, on est d'accord, c'est pas ukrainien, c'est pas russe, c'est pas à base de pétrole, non. C'est du coton. Ouais. Eh bien, on est en rupture de stock chez tout le monde. C'est la Chine. On est en rupture de stock chez tout, enfin pas que la Chine, c'est aussi l'Indonésie, il y a beaucoup de pays asiatiques. On est en rupture de stock chez tous nos fournisseurs dans la plupart des modèles qu'on prend habituellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la crise du Covid qui a interdit la production pendant 2 mois, 2 mois, c'est quasiment un siècle. Dans l'économie, 2 mois sans production, on a un retard considérable, on a fait un rattrapage du retard et aujourd'hui on est en rupture de stock. Voilà le problème qui se pose. Oui, c'est pareil dans le bâtiment. Tout à fait. Il y a des problèmes de matériaux. Il y a des entreprises qui n'arrivent plus à avoir, et je pense particulièrement à ceux qui sont couvreurs ou charpentiers. Absolument. Les délais sont absolument lamentables. Les délais sont longs, ouais. Très longs, et surtout il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, on est vraiment en pénurie de matériaux là. On n'est pas uniquement en pénurie de matériaux, on est pratiquement en pénurie de tout. Il y a les engrais par exemple pour les terres agricoles et tout ça. Et puis là on est devant un scénario de crise généralisée. C'est ça qui fait que aujourd'hui les Européens n'ont toujours pas compris que l'économie européenne qui est quand même très digitevore, on va dire. Donc, ils se rendent même pas compte dans quel pétrin ils se sont mis, les Européens. Parce que les Américains, ils ont une économie qui est indépendante à 100%. Donc, je ne pense pas que les Européens
soit à la hauteur de ce conflit. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que les Européens maintenant préparent l'opinion à des moments pires qui vont venir, cela voudrait dire que les Européens sont carrément à côté de la plaque. Mais j'ai l'impression que dans cette Europe où chacun marche pour sa gueule, quoi. Je veux dire, l'Allemagne essaye de sauver sa peau, d'autres pays également. Et la France, là, est-ce que Macron doit aller rapidement à Alger pour négocier là? Non, il doit aller en Russie. Il est déjà rentré en contact avec l'Algérie. Ils doivent d'ailleurs, parce que Macron tout ça c'est ridicule. Ils doivent aller en Russie et en Ukraine pour dire à l'autre dingo d'acteur qu'il arrête de jouer le fier à bras devant les Russes. Mais lui, c'est un homme de paille. Oui, mais lui, c'est un système. Mais c'est ce qu'il doit faire. Oui, mais la semaine dernière, lui dire qu'il avait raison et qu'ils vont l'armer. C'est ça le problème, c'est qu'ils veulent faire. Ça rentre dans la surenchère, ça. Mais simplement, pour donner un exemple très concret, on parlait tout à l'heure des couvreurs dans le métier. C'est intéressant parce que je travaille avec une société actuellement qui est en difficulté à cause de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de tuiles? Puisque le principal fournisseur. C'est la tuile, comme on dit. Voilà, c'est la tuile. Le principal fournisseur. C'est pas mal, j'aime bien. C'est un bon jeu de mots, là. Allez, bon. Le principal fournisseur de tuiles s'appelle La Rivière en France. Oui, La Rivière. Il est en rupture de stock. Pourquoi? Parce que les tuiles sont faites à base de terre, donc ça c'est facile à trouver. Mais il faut les chauffer. Et on les chauffe à quoi? Pas à l'électricité, on les chauffe au gaz. Donc là, plus de gaz, plus de tuiles. Aujourd'hui, c'est la tuile, comme tu dis. La plupart font du stock pour anticiper un mouvement où il n'y aura plus de tuiles. Donc il faut se préparer à devoir passer à autre chose qu'à la tuile en France. Mais là, pour te répondre à ta question, il n'a pas à aller à Alger. De toute façon, même s'il va à Alger, combien de temps faut-il pour faire un pipeline qui relierait la France à l'Algérie? Il faut compter minimum 1-2 ans. C'est extrêmement compliqué. Là. On voit le temps qui a été mis pour faire le pipeline en Espagne. Et en plus, il y a une rupture. Donc pour dire simplement, il n'y a pas d'alternative à la Russie. La Russie, c'est 30% des besoins énergétiques européens ou plus parfois. L'Allemagne, c'est pratiquement 100%. 50% du charbon, tout le reste 100% russe. Les économies sont intégrées en Europe, elles sont intégrées et elles sont interdépendantes, ce qui fait que quand les Russes sont sanctionnés, ils avaient déjà anticipé le mouvement, à telle enseigne qu'aujourd'hui, alors écoutez bien, le rouble russe, qui ne valait rien, le rouble russe, c'est une monnaie de singe. Quand Poutine a fait son pari gagnant de dire vous allez m'acheter en de l'or, Gamal. Au-delà de l'or. Il avait stocké de l'or. Il avait préparé la guerre. Oui, mais au-delà de l'or. Il a dit vous achetez mon gaz en rouble. Il a fait d'une monnaie de singe une vraie monnaie monétarisée qui vaut de l'argent. Le rouble, au moment de la guerre, au début de la guerre, descend à 0,12 centimes. D'accord? Aujourd'hui, il a 0,18. C'est-à-dire qu'il a fait un beau faramineux. Il est en train d'atteindre les plus hauts historiques depuis 5 ans. C'est ça ce qui se passe en Europe. C'est que les Européens ont voulu sanctionner les Russes. Les Russes gagnent à plein régime et les Européens sont en train de le payer. Dans un instant, messieurs, dames, Macron garde le cap finalement. A-t-il compris le résultat des élections législatives? Pas vraiment. Il conserve même celle qui était pourtant annoncée sur le départ, trop technocrate, mais pas assez politique, selon Bayrou, qui s'y voyait déjà. Sauf que Macron a décidé, a mis tout le monde d'accord. Non, je renouvelle ma confiance à Elisabeth Borne, et il l'a même chargé, il l'a même missionné de faire un gouvernement d'action, a-t-il dit. Le discours de politique générale à l'Assemblée nationale au Parlement, c'est la semaine prochaine. Ça va aller très vite, c'est peut-être courant cette semaine, voire début de la semaine prochaine, qu'on connaîtra le nouveau gouvernement d'action de Elisabeth Borne, qui donc, et c'est quasiment une certitude, va être reconduit à son poste. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur France Maghreb. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec Gamal Amina, avec Smaïn Tefour qui sont avec nous et avec vous, chers amis auditeurs, auditrices. Emmanuel Macron qui a donc affiché la couleur ce week-end. Elisabeth Borne est maintenue à son poste. Hier soir, le président fait taire les rumeurs en annonçant: la première ministre a ma confiance pour mener l'action du gouvernement dans la durée pour notre pays. Faute de majorité absolue à l'Assemblée, Emmanuel Macron veut faire preuve d'ouverture, mais avec des limites. Ce sera des communistes au LR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI, mais ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. Le Grand Forum, Christophe Roux, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Des communistes au LR, voilà ce que dit Emmanuel Macron en excluant le Rassemblement national et la France insoumise dans le futur gouvernement, ou en tout cas au Parlement, pour travailler avec eux de cas par cas. Ça va être très compliqué. En tout cas, voilà, Emmanuel Macron a dit il renouvelle sa confiance donc à Elisabeth Borne. Smaïn,
à la première ministre qui était pourtant annoncée sur le départ. Bayrou a tout fait pour essayer d'avoir le poste. Hein, il s'y voyait déjà, Bayrou, évidemment. Bon, il l'a pas eu, il était un peu déçu hier sur BFM TV, on l'écoutera tout à l'heure. Elisabeth Borne maintenue, c'est une bonne chose, Smaïn. Est-ce que ça reflète le message qui a été envoyé par les électeurs non, pas du tout. Second tour des élections législatives? Non, pas du tout, Christophe. Là, je ne pense pas que ça reflète un peu ce que maintenant Macron, est-ce qu'il a tiré tous les enseignements de cette élection? Je ne le crois pas. Là, on est dans un cas de figure de la reconduction du statu quo, parce qu'on parle de statu quo là. Et ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on est quelque part un peu devant, un déni de réalité. Et si on devait le prendre autrement, on pourrait parler de cohérence républicaine, parce que quand même, il faut rappeler que Macron, quand même, a la majorité, quel que soit le nombre, parce que le nombre, même s'il a baissé, mais il garde la main haute par rapport à la majorité. Donc, il est un peu dans une cohérence républicaine en reconduisant Borne comme Premier ministre. Et je pense que les jours vont décider, si vous voulez, de l'avenir de ce gouvernement qui risque, ma foi, d'être dissous plus tôt que prévu. Gamal? Je pense simplement qu'il joue la montre. Alors, son discours de 8 minutes, qui n'a absolument rien donné, a juste consisté à jeter la balle de l'autre côté du camp. Débrouillez-vous, trouvez-moi une solution, ce qui n'est pas très sérieux de sa part. Je pense qu'il parie sur une alliance improbable entre les communistes et les LR, parce qu'avec les deux, effectivement, il y a une majorité confortable, mais ça ne pourra pas fonctionner. Ensuite, cette exclusion du Front National est logique, il ne faut quand même pas délirer. Par contre, qu'il soit contre la France Insoumise, je sais pourquoi. Il ne supporte pas le leader de la France Insoumise, il ne supporte pas cette espèce de populace, on va dire ça comme ça. Hein. C'est la façon dont il voit... c'est un mauvais perdant. Oui, non, mais au-delà de ça, il voit des gens qu'il considère comme étant de la basse couche de la société. Lui, il a peut-être une haute opinion lui-même. Donc je pense qu'il ne pourra pas composer avec eux. Sauf que Gamal, pardon, mais les résultats de l'élection législative placent comme premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale le Rassemblement national. Il ne faut pas travailler avec eux? Alors, je ne suis pas d'accord. Tu as tendance à dire ça parce que tu... Non, mais c'est la vérité. Tu désagrèges. Non, je désagrège rien du tout. Je donne des faits, mon cher Gamal. Non, le fait, c'est que... La NUPES n'a pas tenu un jour, et tu le sais très bien. L'accord en tant que tel, s'il ne tient pas, c'est donc par le nombre de députés, le Rassemblement national qui devient la première force d'opposition. Donc le Rassemblement national ne pourra jamais être une option pour Macron parce que ce serait le décrédibiliser totalement. Après l'avoir bien utilisé quand même. Il a quand même, je vous rappelle, il y a 5 ans annoncé qu'avec sa mandature, il liquiderait le Rassemblement national. Ah bah oui, aujourd'hui, première force d'opposition. Voilà. Alors ensuite, quand tu dis NUPES n'existe plus, je te répète à nouveau, je sais qu'on a déjà discuté, NUPES c'est quoi? C'est un agrégat de partis qui se détestaient. Là-dessus, on est d'accord. Oui, c'est un accord électoraliste. Oui, pas seulement. Ça leur a donné l'ouverture. Chacun a repris son indépendance depuis. Oui, mais pour débattre à l'Assemblée, ils vont être d'accord. Ils ne peuvent pas ne pas être d'accord parce qu'ils sont faibles séparément. Donc ils ne vont pas prendre ce risque-là. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment, hein, Christophe. Ça veut dire que face à un Front National qui fait 89 sièges, ils doivent absolument rester ensemble. Sinon, effectivement, ce que tu dis est juste. Mélenchon, mais sauf que les autres ont dit non. Eh bien, ils disent non sur le papier, mais ils le feront. Tout comme ils avaient dit non à l'union de la gauche avant les députations, et ils se sont unis. Il y a des réalités, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut jouer le show, mais séparément, ces partis ne valent rien. Le seul parti qui soit à peu près solide, c'est Mélenchon, qui effectivement, tu soulignes, n'a pas la majorité absolue ou même relative. Mais il est vrai que aujourd'hui, le Front National, même s'il y a moins de Front républicain, sera toujours considéré comme un parti extrême, et c'est le cas. Et à choisir entre deux extrêmes, Macron devra réfléchir. Ouais, c'est complexe en même temps parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez cette union de gouvernement, union nationale de gouvernement qui a finalement été écartée par Macron lui-même d'ailleurs, qui a dit avoir consulté les chefs de groupe qu'il avait reçus la semaine dernière à l'Élysée. Et lui-même ne trouvait pas justifié de le faire maintenant, de faire un gouvernement d'union nationale. Pour autant, il lance un appel du pied quand même, étant prêt à travailler des communistes au LR, quoi, en passant par les partis socialistes, bien sûr, Europe Écologie Les Verts, et tous les groupes centristes, bien sûr, jusqu'au LR. Je rappelle à nos auditeurs que Macron, il n'est pas le président de son parti, il est le président de toute la France. Donc il est obligé de composer avec la réalité du terrain. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été vers la NUPES, plutôt avec le parti de la France Insoumise, parce qu'ils ont quand même des résultats assez confortables pour justement figurer dans le présent, enfin le futur gouvernement de ce pays. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc Macron, il joue à un moment donné à l'équilibriste, il essaye d'équilibrer un peu les choses, mais on ne peut pas se fier à un petit parti comme le Parti communiste, par exemple, pour participer au futur gouvernement. Peut-être à degré moindre, mais on ne peut pas nier, par exemple, que le parti de Mélenchon est un parti quand même
assez important, il a pignon sur rue, contrairement aux communistes, et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, maintenant Macron, est-ce que son but ultime, c'est de diviser la NUPES, ce qui est probable d'ailleurs, parce que quand on voit maintenant que chacun veut cavalier seul par rapport aux prochaines échéances par exemple, à ce moment-là, tout est possible. Donc on peut s'attendre à un effritement, on va dire, de la NUPES dans un proche avenir aussi, s'ils ne vont pas s'accorder sur la politique à adopter, on va dire, dans la future législature, par exemple. Et c'est ça qui fait que maintenant, le Front National pourrait tirer avantage de on va dire, de ce fractionnement et devenir, comme il est d'ailleurs, la deuxième force politique de ce pays qui risque d'anticiper des élections législatives, encore une fois. Et c'est ça que... Aucun intérêt à le faire, Smaïn. Ah oui, aucun intérêt peut-être, mais il y a la réalité du terrain, Christophe. Il risque de tout perdre si on fait une dissolution même d'ici. Mais pourquoi elle risque de tout perdre? Il risque de passer de 231 députés à 241, pardon, à 120, par exemple. Ah, peut-être, oui. Qui Macron? Oui. C'est un risque. Le risque, il est chiracien. En l'occurrence, dissoudre alors qu'on n'est pas en position de force, c'est vrai que c'est un peu dangereux. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu justement une cohabitation pour Macron que cette situation-là? Je pense qu'il a eu tort de ne pas prendre Mélenchon en Premier ministre. Les résultats, voilà. Non, mais ça ne change rien. Il a le droit de choisir. Il aurait pu prendre Marine Le Pen à ce moment-là, comme le demande la d'ailleurs. la cohérence a demandé, si on respectait vraiment la démocratie, il faudrait prendre Marine Le Pen. Voilà c'est faux. Je suis d'accord avec Christophe. Non, c'est faux. Non, c'est faux. La tradition, c'est ça. La tradition, il prend son Premier ministre et c'est ce qu'il vient de faire. Je vous rappelle quand même qu'il a la majorité. Pas absolue, mais il a la majorité. Je viens de dire à l'instant même. Pas absolue. Je viens de le dire. Maintenant, s'il voulait faire un coup de... Parce qu'il choisit, c'est le chef de l'État. Il n'est pas obligé de prendre... Il a un pouvoir discrétionnaire par rapport Pas seulement, c'est qu'il peut dire à son parti, écoutez, c'est bien de prendre la partie d'en face, on verra ce qu'ils vont faire pendant 4 ans ou 2 ans. Mais il aurait pu mettre en difficulté Mélenchon, parce que économiquement, le programme de Mélenchon, il est mignon sur le papier. Dans les faits, il ne tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'il ne parle que de dépenses et pas de recettes. Et le problème des gens qui sont dépensiers dans un pays qui est surendetté, c'est que la dépense n'est plus autorisée. Donc c'est vrai qu'il se pose... Moi, j'ai demandé à beaucoup de militants, plus ou moins bien placés, à la France Insoumise, de m'expliquer comment ils feraient pour financer la dépense. Au départ, ils ne savaient pas trop répondre. Ils sortaient des trucs un peu bidons dans le genre, on va taxer ceux qui ont plus de 12 millions d'euros de succession, comme si tous les Français avaient 12 millions d'euros. À la bolchevique. Et comme si tous les Français faisaient des successions tous les mois, bref. Et ils ont sorti des chiffres ridicules, ça donne rien, 12 millions d'euros. Et ils ont expliqué que c'est comme ça qu'ils financeraient. Après, ils ont botté en touche et ils ont fini par me dire quoi? Mais Macron, il a bien utilisé la dette. Donc finalement, leur programme, c'était de financer toutes leurs réformes économiques par la dette. Et ça, c'est problématique parce que ceux qui prêtent à la France, si la France est dégradée, et elle va être dégradée bientôt, ceux qui prêtent à la France, je parle de la notation internationale qui dégrade. Ah oui. D'accord, ceux qui prêtent à la France, ils prêtent en fonction de la note. Plus vous êtes dégradé, plus le taux d'intérêt est élevé et moins ils vous prêtent. C'est comme ça que ça marche. C'est comme avec les banques. Ouais. En tout cas, justement, quel est votre regard sur la situation du moment? Emmanuel Macron qui garde le cap finalement, a-t-il ou pas compris le résultat des élections législatives? Il renvoie tout le monde dos à dos, prenant chacun leurs responsabilités. Ça s'annonce très houleux, en tout cas à l'Assemblée nationale, et on salue les nouveaux députés qui vont avoir bien du taf. Particulièrement Sabrina. Particulièrement Sabrina Sebaï, qui m'a promis de venir nous voir, mais bon, là en ce moment elle est très occupée. C'est clair. Elle s'installe, les nouveaux bureaux, tout ça. Il va falloir qu'on aille voir ça de très près d'ailleurs. 01 40 33 9000. Macron est-il encore connecté avec les Français? On en reparle dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct, le LGF, le Grand Forum avec Gamal Abina, avec Smaïn Tefour qui sont avec nous évidemment et en direct sur votre radio France Maghreb 2. Dans un instant, on parlera de ce qui s'est passé à Melilla au Maroc, enfin frontière de Melilla évidemment, ce vendredi noir avec ces migrants qui ont été... je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, massacrer. On expliquera quand même cependant le contexte, parce qu'il y a un contexte, bien sûr. C'est important de le rappeler. Cependant, et avant, évidemment, on en est à parler d'Emmanuel Macron, et qui, visiblement, à en croire son intervention de ce week-end, qui décide donc de maintenir la première ministre Elisabeth Borne,
qui était pourtant, au point de vue des différents journalistes, spécialistes. Gamal a annoncé sur le départ parce qu'on l'a trouvé trop technocrate et pas assez politique. Or, ce poste de Premier ministre, il faut qu'il soit politique. Est-ce que Elisabeth Borne est la bonne personne pour mener cette majorité, enfin ce gouvernement, au vu de cette Assemblée nationale un peu particulière quand même, il faut le dire. Elisabeth Borne, vous avez bien noté que Elisabeth Borne est un ancien produit PS, qu'elle remplace des gens de droite et qu'elle était là peut-être pour faire la jonction avec le PS. C'était un petit peu une sorte d'appel du pied de Macron au PS pour essayer de constituer une majorité qu'il n'a pas obtenue. Maintenant, Borne est une technocrate. Alors, les technocrates, il y a du bon, il y a à boire et à manger. Dans une situation de crise, le technocrate est essentiel, à mon sens. C'est celui qui redressera les situations, qui doit le faire. Est-ce que c'est la même personne ? Ça, c'est un autre débat. Son côté robot, quand elle parle, ce côté un petit peu autoritaire. Austère. Très austère, très pincé, comme ça. C'est compliqué. Surtout sur un peuple de France qui a déjà eu du mal avec Macron. Alors, si on lui rajoute en plus un personnage qui ressemble presque à un robot, ça nous ferait oublier son prédécesseur qui était plutôt... bon enfant, on dira. Donc c'est vrai que cette question qui se pose de savoir est-ce qu'elle est à la hauteur, je pense que elle ou n'importe qui à sa place ne sera pas à la hauteur parce que la situation est ingérable et que parallèlement à ça, sa nomination qui était purement et hautement symbolique a été maintenue parce que Macron ne sait pas quoi faire, tout simplement. Oui, alors, Smaïn, est-ce que tu partages l'avis de Gamal justement sur Elisabeth Borne ? Oui, tout à fait d'accord avec Gamal. C'est vrai que Borne... quelque part, elle représente la vieille école, on va dire. Donc, c'est pas vraiment... Disons que Macron n'a pas rajeuni son équipe. Il faudrait quand même s'inscrire dans une perspective de jeunesse. Il l'avait fait avant, ça n'a pas été très probant. Ouais, mais le jeune Castex, il n'est pas si jeune que ça. Oui, mais ce qu'il procédait, c'était pas mal. Il est né en 64, je crois. Non, je ne parle pas de Castex, qui était encore avant. D'accord. Édouard Philippe. Il avait quand même une équipe assez jeune avant. Ouais, d'accord. C'est pas mirobolant comme résultat. Oui, mais toujours. Peut-être qu'il a préféré l'expérience, on va dire. Il a préféré l'expérience, comme tu l'avais si bien dit que Gamal, parce que je l'avais évoqué la semaine dernière. J'ai toujours pensé que Macron allait un peu courtiser le PS, d'autant plus que Borne, elle est issue de ce parti. Absolument. Et je pense qu'elle est bien placée pour amadouer, on va dire, l'équipe du PS qui voudrait peut-être pactiser avec Macron. Dans on va dire, une dynamique gouvernementale qui pourrait sauver la face. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Mais globalement, Christophe, je suis tout à fait d'accord avec Gamal sur la personnalité ou le personnage. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il va y avoir, messieurs, beaucoup de difficultés pour Emmanuel Macron, pour Elisabeth Borne, à justement faire passer leur loi et il va falloir aller, et Gamal, c'est là toute la difficulté, et c'est là aussi le rôle de la Première ministre et de son gouvernement, d'essayer d'aller négocier ce qu'on appelle cas par cas limite. Le problème, c'est que, si on se souvient, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de la cohabitation Chirac-Jospin, c'était des blocages permanents. Il y avait des articles à chaque fois qui étaient lancés, des motions de censure, ça n'arrêtait pas de batailler et rien n'avançait. Ça a vraiment bloqué pendant des années. Ça a duré longtemps en plus. Il y avait le septennat. Oui, mais ça a duré 5 ans en plus. Donc Chirac, ça a traumatisé, c'est ce qui l'a conduit à ne plus accepter l'idée de cohabitation et donc à faire un quinquennat qui coïncide avec la présidentielle. Seul problème, c'est qu'il ne s'attendait pas Chirac à ce que, finalement, quasiment presque 10 ans après sa mort, ou 5 ans, je dirais, on se retrouve dans la même situation de blocage qu'à l'époque où il avait fait cette fameuse dissolution. Donc aujourd'hui, on aura une Assemblée nationale qui va ressembler dans un système politique de 5e République avec hyper présidentielle, avec un pouvoir illimité du président quasiment, à une Assemblée nationale qui ressemblera à une Assemblée de 4e République, instable, chroniquement, incapable de prendre des décisions et qui ne pourra pas légiférer. J'ai envie de dire que c'est pas plus mal comme ça, parce que vu les lois qui étaient passées avant, franchement, on pouvait lever le pied. Oui, tout à fait. On risque d'être dans un cas de figure de crise institutionnelle, Christophe. Et ce qui va précipiter peut-être la chute du futur gouvernement. Probablement. Et voire même la dissolution du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et c'est ça, donc, après, on est en train de passer par une phase cruciale pour la France. Et Macron, je pense qu'il n'a pas droit à l'erreur, parce qu'il en a fait tellement, Gamal, et qu'il doit donc... saisir cette opportunité pour composer réellement avec les partis qui sont à même de sortir la France de la crise actuelle que nous traversons, que ce soit au plan intérieur ou international. Parce qu'au plan international, c'est la catastrophe. On est en train de constater ce qui se passe en Ukraine. La France, donc, elle a pratiquement vidé ses réserves d'armes. Je ne sais pas si tu le savais, Gamal. Et qui met un peu en danger sur la technologie de la France qui est adoptée en termes militaires. Et c'est ça qui fait que Macron, il est carrément, je dis, à côté de la plaque, pratiquement dans tous les sens, on va dire, sur tous les plans.
Affaire à suivre en tout cas, messieurs. Ouais. On en reparlera bien entendu et on sera amené à en reparler ici sur France Maghreb 2, évidemment, avec Elisabeth Borne, avec Emmanuel Macron, avec toutes ces décisions. Et ça va avoir de quoi nous occuper tout cet été d'ailleurs, messieurs, parce que je pense que là, ça va commencer sérieusement à bouger d'ici le mois de juillet. Un petit jeu de mots de balle, ça vous dérange pas? Comment? Vas-y. Bon, on y va. Elisabeth Borne va faire les mines bornes, hein, parce que ça va être difficile pour elle. J'espère que ce sera pas trop borné. Oh. Monsieur Gavalabina, oui, il est en forme, c'est bien. Au pays des aveugles bornérois. C'est clair. Oh, ah bah dites donc, vous êtes très fort les gars. Vouloir, magnifique. J'espère que je ne vais pas t'attaquer pour diffamation. Oui, calmez-vous quand même. Hein, non. Voilà. Bon, mais je plaisante. En tout cas, voilà. Dans un instant, on parlera des vacances, messieurs. Des vacances. Est-ce que vous êtes prêts à revoir un petit peu vos projets, après des concessions pour vos vacances au vu de ce qui se passe, la grève des transports aériens, dans les avions, dans les aéroports, la hausse du prix du carburant, tout cela évidemment on en parle. Est-ce que ça va changer un peu vos plans? Eh bien vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000 pour l'heure. On va partir évidemment dans cette région frontalière au Maroc et l'Espagne, Melilla. C'est un vendredi noir, on peut le dire. On va dire 2000 réfugiés africains qui décident d'en découdre et de vouloir passer avec force cette frontière et pouvoir se rendre en Europe. Résultat, on a une police marocaine qui a été complètement débordée et ce lourd bilan aujourd'hui entre 27 et 30 morts selon beaucoup de blessés évidemment. Des images terribles qui ont circulé dans les différents médias, sur les réseaux, bien sûr, avec ces corps entassés, des cercueils déjà prêts et accueillir justement, à croire que ces gens n'ont pas de famille. Et bien, les humanistes sont où? Eh bien, voici, je propose d'écouter très rapidement un monsieur donc, qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme marocaine, qui nous donne un petit peu son avis rapidement. Ce qui s'est passé le vendredi 24, c'est une première, donc en Andorre et je pense partout au Maroc. Donc un bilan très lourd, donc 27 migrants donc morts et beaucoup donc, de blessés, graves. Donc c'est un bilan qui met en évidence, si vous voulez, donc le vrai contenu donc, des politiques migratoires marocaines et espagnoles. Alors, mon cher Gamal, sur ce qui s'est passé au Maroc. Alors on va commencer d'abord par un préambule, parce que je vais entendre encore les Marocains nous sortir, parce qu'on est algérien, on ne doit pas parler. Les polices arabes, en règle générale, voilà, simplement, les polices arabes, en règle générale, se comportent comme des animaux face aux migrants. Ils se comportent mal. Alors, je prends un exemple qui va quand même mettre les pendules à l'heure, comme ça on pourra parler de ce qui fâche. En Algérie, ils avaient reconduit des migrants dans le désert dans des conditions atroces. C'est vrai. Les polices arabes se comportent mal parce que l'Europe leur demande de reconduire les migrants. Donc c'est intolérable et on est en train de jouer les supplétifs de l'Europe. La police marocaine s'est mal comportée ici, c'est calamiteux. Par rapport à ces migrants, j'ai vécu un temps à Tanger, donc je peux en parler. Les migrants à Tanger sont très bien reçus par les populations. La population marocaine ou algérienne en règle générale, ou africaine, nord-africaine, reçoit très bien les migrants parce qu'ils connaissent leurs conditions d'infortune. Par contre, quand ils ont affaire à la police, là, c'est pas la même rigolade. J'ai envie de dire que ce que la police marocaine a fait, comme le faisait d'ailleurs la police algérienne dans son temps, ce que la police marocaine a fait, elle le faisait aussi à son peuple, comme en Algérie. Les polices arabes se comportent mal, il ne faut pas raconter l'histoire. Donc, tant que la police aura un comportement de mépris vis-à-vis des gens en règle générale et des migrants en particulier, on aura un problème. Donc moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on joue les supplétifs pour l'Europe. Et surtout, ce qui me pose encore plus de problème, et c'est là où il faut soulever le lièvre, au nom de quoi, et je parle aux Marocains, au nom de quoi 2 villes marocaines sont encore occupées par l'Espagne. Au nom de quoi on donne ce miroir aux alouettes à tous les migrants, qu'ils soient marocains d'ailleurs ou subsahariens, dans des villes qui doivent être marocaines. Le problème est là. On n'a pas à laisser Ceuta Melilla aux Espagnols. Les Marocains doivent récupérer leur territoire. Voilà la question. Très bien. Tranché. Smaïn, justement, sur cette affaire. On rappelle quand même, parce que bon, Gamal s'en prend à la police marocaine, il a. Aux polices arabes. Oui, les polices arabes, mais les polices françaises ne sont pas mieux non plus. Bien sûr, excuse-moi, les éborgnent, oui, elles arrachent des mains, donc il n'y a pas de leçons à recevoir non plus. Les gilets jaunes, les gilets jaunes en sont. Oui, et puis pas que les gilets jaunes, dans les quartiers populaires, ils connaissent les méthodes. Bien sûr. Mais pour le coup, là, on parle de ce qui s'est passé. La police a été débordée par cet événement, par cette arrivée massive de réfugiés africains. Ils étaient 2000 apparemment, assez
armé d'ailleurs, et on en reparlera avec Hanan Zawani dans un instant. On voit que tout ça c'est un petit peu orchestré, que je veux dire voilà, y a des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont un petit peu montés, voilà, en amont. Tout se fait en amont aussi. Oui, Christophe, en fait, pour revenir aux polices arabes, généralement, elles sont sous-équipées et très très mal formées dans la gestion des foules et des émeutes. Et c'est ça qui fait que il y a eu donc un débordement de la police marocaine, parce que faut rappeler que les migrants africains, le sort malheureux de ces gens-là, il est vrai que c'est dramatique, c'est un drame humain qu'il faudrait quand même dénoncer de toutes nos forces. Pour revenir aux policiers marocains, il est vrai qu'ils ont fait usage d'une violence disproportionnée, parce qu'on a vu les images, il y avait même des personnes qui étaient quand même mortes à même le sol et qu'on continuait à taper. C'est quand même ce qui est malheureux. Bon, maintenant, est-ce qu'il faudrait revoir tout ça? Est-ce qu'il faudrait maintenant condamner ou mener une enquête? Mais même si on menait une enquête, généralement c'est pour les étouffer. Hein. Donc, et puis moi, ce qui me choque encore le plus, Christophe, et ça m'a carrément secoué, j'étais vraiment secoué samedi, en voyant ces images, c'est que ici, en Occident, on n'en a pas tellement parlé. Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit d'Ukraine, par exemple? On revient toujours. Hein, donc l'histoire ukrainienne s'impose d'elle-même quand on voit le traitement médiatique. Parce que les Africains, on s'en fout. Oui, non, tout à fait. C'est plus vicieux que ça. Les Africains, c'est les plus grandes victimes. Hein. C'est plus vicieux que ça. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, Kadhafi le disait très bien en son temps. On sait très bien que l'exode des migrants, de la misère, c'est de la misère ou de la guerre, va en s'accélérant. On demande aux autorités des pays nord-africains, donc toute l'Afrique du Nord, il faut arrêter de focaliser sur le Maroc, parce que c'est trop facile de dire la police marocaine. Les Algériens ont fait de même en reconduisant le désert. En l'occurrence, c'est la police marocaine. Oui, mais on va y arriver. Aussi je dis transposer le problème. Non, je transpose pas. Je dis toutes les polices nord-africaines se comportent mal parce qu'ils reçoivent des ordres. Des ordres de fermeté. Et on va parler d'une chose, pour vous donner une idée précise. L'année dernière, le Maroc a vu dépasser de façon, parce que les autorités avaient laissé faire, 6000 Marocains qui ont été à Melilla. Non, c'était volontaire, gamin. Oui, c'était volontaire. Je viens de dire, ils ont laissé faire. Donc, on en voit les conséquences d'ailleurs. Ils ont laissé faire. Le gouvernement actuel espagnol, s'il a pactisé avec... Oui, c'est autre chose. Non, il faut lier tout ça. Il faut lier. J'ai dit qu'ils ont laissé faire. On peut pas faire mieux. Donc les autorités marocaines ont laissé faire. 6000 Marocains sont passés. Il n'y a pas eu de massacre ou de mort. Il y a eu des blessés, c'est vrai. Mais c'était volontaire, on les a laissés passer. Ensuite, régulièrement, des gens tentent de traverser. On les massacre pas. Maintenant, j'ai une pensée pour ces victimes, parce que malheureusement, il y a deux aspects qu'il faut retenir. Le premier, c'est l'Europe qui donne des ordres. Et qui fait un chantage. Si vous laissez passer les migrants, vous ne donnez pas l'argent. Absolument. La question de la sécurité aux frontières, elle parle que de ça, c'est l'obsession. Le second, c'est un rapport délétère des Maghrébins, de certains Maghrébins, pas tous les Maghrébins, parce que je le dis encore, les Marocains, la population accueille très bien les migrants. Faut jamais l'oublier. Oui, il y a du racisme au Maghreb. Oui, malheureusement. Oui, mais on est d'accord. D'accord. Bon, c'est un racisme primaire. Non, c'est primaire, mais en tous les cas, ça alimente. Racisme, arrêtez. Ça alimente la position des policiers. Alors j'aimerais qu'on accueille Hanan Zawani, si vous le permettez, quelqu'un qu'on connaît bien dans le LGF. Comment ça va, ma Hanan? Coucou Christophe, bonjour Lionel et bonjour à ton invité. J'ai pas retenu son prénom. Smaïn, enchanté. Alors, comment ça va, ma Hanan? Bah écoute, très bien. Alors juste un petit point technique, j'ai le casque sur les oreilles, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend super bien. Écoute, super. Écoute, moi je me suis permis de passer un petit coup de fil hier parce que j'ai ressenti le besoin m'exprimer sur le drame qui s'est passé à Melilla. Donc voilà, raison de ma visite à nouveau sur les ondes de France Maghreb 2. Ma position, pour l'expliquer aux auditeurs de France Maghreb 2, je tiens vraiment à transmettre mon sentiment de citoyenne marocaine qui a été extrêmement choquée par les images qu'elle a vues. Donc pour refaire un rappel à nos auditeurs, effectivement, on a eu 2000 migrants qui ont tenté de forcer l'enclave espagnole de Melilla. Sur ces 2000 migrants, on a plus de 500 d'entre eux qui ont réussi à forcer l'entrée d'un poste frontalier avec des armes et notamment une cisaille.
dont 133 qui y sont parvenus. Alors peut-être que les auditeurs n'ont pas vu les images. Les images qu'on a reçues, nous, sur Twitter, notamment vendredi, c'est effectivement une foule de jeunes hommes d'Afrique subsaharienne. Alors on ne peut pas les quantifier, mais effectivement, c'était des centaines d'hommes, plutôt galvanisés, bizarrement très souriants, en train de rigoler, mais avec des armes en main pour certains, pas pour la plupart. Donc la plupart des armes en main dont ils étaient équipés, c'était soit des bâtons, mais moi ce qui m'a le plus marqué, c'était des espèces de crochets à double tête en lame. Donc voilà, ce qui était totalement, il y avait une espèce de dichotomie entre cette espèce. Ils étaient totalement habités, très souriants, et effectivement le fait qu'ils aillent à la mort. Ce qu'il faut comprendre dans le traitement qui est fait aux migrants, c'est que souvent on a tendance à les déshumaniser, notamment ici en France, parce qu'ils sont vus en réalité comme des envahisseurs, alors qu'en réalité il convient d'analyser la situation. Aujourd'hui, comment se fait-il que l'on ait plus de 2000 migrants qui sont prêts à tenter leur vie? Voilà, il faut dire les choses comme ils sont, qui sont prêts à perdre leur vie. Quand on a des migrants qui vont quitter leur pays pour des raisons économiques ou parce qu'il y a la guerre dans leur pays, l'un n'est pas plus grave que l'autre en réalité. C'est juste des personnes en réalité qui veulent rentrer en Europe parce qu'elles ont perdu tout espoir. D'accord. C'est des personnes qui sont en errance parfois depuis 2-3 ans. Parce qu'effectivement, pour celles qui sont arrivées, pour celles dont on parle jusqu'à la frontière de Melilla, c'est des parcours qui sont quand même très difficiles, à travers le désert. Ils sont bloqués au Maroc, mais ils sont bloqués déjà auparavant en Mauritanie et dans d'autres pays. Et il n'y a absolument rien qui va faire changer l'itinéraire ces jeunes hommes-là. Pour la plupart, il y a parfois des hommes, il y a parfois des femmes, parfois des familles, mais c'est plutôt des hommes, parce que de toute manière, quand on leur dit oui, vous avez un risque de mourir, oui, vous allez vivre du racisme, oui, vous allez vivre de la discrimination, oui, vous allez vivre des viols, et même ça ne les arrête pas. Donc aujourd'hui, on doit prendre conscience qu'il y a un problème qui est à régler, qui est un problème géopolitique qui va concerner les pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi nos pays du Maghreb, parce que même nous, on a des migrants, de jeunes migrants marocains, jeunes migrants algériens. Donc avant de les jeter de la pierre et les déshumanité, il faut se poser la question de la situation économique de ces personnes et surtout de l'état d'esprit qu'elles ont. Voilà. Ça, c'était un point important. Dis-moi, Christophe. J'ai bien compris, évidemment, ce point important. Maintenant, sur le drame en lui-même, comment on peut expliquer que la police marocaine ait été dépassée de la sorte? Comment on peut expliquer que la police marocaine n'ait pas réussi à contenir, justement? Alors, je sais que c'est peut-être facile pour moi de le dire, ou pour nous, qui sommes assis confortablement sur un siège, mais est-ce qu'elle est bien formée, cette police, pour faire face à de telles émeutes, pour faire face à de tels gens, de tels individus qui sont, c'est vrai, on le voit dans leur démarche, qui sont vraiment déterminés, hein? Au vu des images, moi, effectivement, ma première réaction, ça a été d'appeler à une enquête, à un procès, et effectivement à former cette police marocaine, parce que même si on est plein de bons sentiments, le Maroc continuera de sous-traiter la protection des frontières européennes. Donc oui, effectivement, il doit y avoir une formation et une remise en cause de la manière dont se comporte la police marocaine, qui, dans ce cas-là précis, se comporte exactement comme la police française à Calais, malheureusement,
se comportent exactement comme la police grecque, la police italienne et la police espagnole. Alors, ce qui s'est passé en amont, effectivement, de cette tentative de forcer l'enclave espagnole, c'est que déjà, quelques semaines auparavant, on a eu un rapprochement avec l'Espagne et un apaisement des relations, ce qui a eu pour conséquence, en réalité, qu'on a eu que le Maroc, en fait, a permis de faire baisser l'entrée illégale des migrants, ce qui veut dire qu'en réalité ils ont été beaucoup plus durs et que, étant donné que ça va mieux avec l'Espagne, écoutez, on va vous donner des gages de bonne volonté. Voilà, vous appuyez notre position pro-Sahara, et on va vous montrer que on est très contents. Voilà, c'est la réalité. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec un certain nombre de migrants qui s'est accumulé, qui a continué à se cacher entre guillemets dans les massifs forestiers du Périgord. C'est une forêt en réalité. La police marocaine, là où effectivement elle laissait les migrants dans la zone sans forcément les attaquer, là effectivement on les a chassés, ils ont été frappés. Et il y a un point important également à expliquer aux auditeurs, c'est que quand on a des migrants notamment qui deviennent violents. Moi, je l'ai vécu ici en tant que l'ancienne présidente des repas du Salem, où effectivement, on était face à des populations migrantes du Soudan, d'Érythrée et d'autres. Et quand on sentait de la tension auprès des migrants dans les repas, ou quand il y avait des bagarres justement entre migrants, et qu'on venait étudier la situation en amont, c'est que il y a toujours eu en réalité des violences de la police. Il y a des violences de la police, ils sont un petit peu plus attaqués, plus frappés, plus pourchassés, et quelques jours après, tout simplement, ils pètent les plombs, et on a affaire à des violences énormes. Là, par contre, où il y a une grande... là où la situation, elle est un petit peu inédite, c'est qu'effectivement la police marocaine n'a jamais eu affaire à des migrants qui se sont organisés, qui ont parlé entre eux, qui se sont équipés d'armes et qui se sont dirigés vers la frontière déterminés comme un seul homme. Ouais. Ça, cette violence-là armée, la police marocaine l'a jamais vécue. Et si on continue à rester dans un déni de ce qui se passe, si le Maroc continue à nier qu'effectivement la police marocaine a été très violente et que c'est condamnable, que si les ambassadeurs africains qui ont pris la parole hier lors d'une réunion qui a été organisée par le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur continuent à nous servir comme discours que effectivement si il y a eu des violences hier, elles sont justifiées par la présence d'une mafia internationale qui souhaite renverser la collaboration. C'est ça ce qu'on a entendu, c'est espèce de justifier, qualifier d'inqualifiable. J'ai une question à poser. On va arrêter de se moquer du citoyen marocain. Oui. Hanan, parce que voilà, ici on essaie de débattre. Smaïn, tu as une question pour Hanan? Oui, tout à fait, pour Hanan, si elle permet, bien sûr. Hanan, vous avez parlé justement d'Africains armés. Comment se fait-il que la police marocaine n'a pas pu anticiper ce genre, si vous voulez, d'assaut? Parce que, a priori, vous parlez d'assaut, mais pour moi, je vois qu'il y a eu mort d'homme, au sens propre du terme. Et c'est ça qui fait que nous, ici en Europe, on a du mal à accepter ce genre de comportement, quel que soit le pays. Moi, je ne suis pas en train de stigmatiser la police marocaine ou autre, parce que là, quand même, c'est un drame humain. Et quand on minimise un peu de l'ampleur de la chose, c'est quand même choquant.
Excusez-moi de vous le dire aussi crûment. Je complète la question de Smaïn. Il s'agit pas effectivement de stigmatiser la police marocaine. Cependant, tu en parlais, Hanan, les polices en général se comportent de manière assez violente vis-à-vis des migrants, que ce soit en France à Calais, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce. Sauf que là, le bilan est lourd, Hanan. Et ça, on peut pas y échapper. Le bilan est très lourd. On n'a pas pu anticiper, Christophe. Voilà. Parle de 27 morts, quand même. Le bilan est lourd. Les organisations indépendantes comme la MDH, Nador demandent l'ouverture d'une enquête. Moi, à ce niveau-là, je demande l'ouverture d'un procès. Ouais. Pourquoi les policiers marocains n'ont pas su gérer ce flux humain, parce que vraisemblablement, pourquoi ne pas avoir anticipé des images, l'éthique humaine n'est pas partie de leur formation. Quand on a effectivement un certain nombre de migrants qui, après les assauts et la bagarre entre guillemets, se retrouvent entassés pratiquement les uns sur les autres. Alors pas morts, Smaïn, je te corrige, mais complètement KO pour certains, ensanglantés, et qu'on a un policier marocain, moi j'imagine que c'est un policier marocain, qui tape dedans, et qu'on entend un migrant nord sortir un râle. Oui, non, il n'y a pas de formation. La police. Il n'y a pas de formation, c'est ce qui se passe. La police est très violente. Elle l'est avec les manifestants au Maroc quand ils ont encore le courage de manifester. Vraisemblablement, elle a fait face effectivement à des individus armés. Ils n'ont pas été formés pour ça. Et résultat, 37 morts. 37 morts, ouais. 37 morts au moins. Gamal, dernier mot là-dessus. Je le dis et le répète, on n'a pas à jouer les supplétifs des forces de l'ordre européennes, on n'a pas à gérer les problématiques qui ont été provoquées par le néocolonialisme. Et encore une fois, ce qui s'est passé là-bas, on l'a vu en Algérie, pareil, il y a eu des violences policières, est inacceptable. On en arrive à un chiffre faramineux de 27 morts, c'est intolérable. D'abord, les Africains sont... Ça devient franchement énervant, cette manie de vouloir tout rapporter à l'Algérie. Non, je rapporte pas... Vice-versa, je vous le dis. Je ne rapporte pas... Vous avez cet esprit de vouloir équilibrer, ça commence à bien faire. Je n'équilibre pas, je dis que toutes les polices arabes sont mauvaises avec les Africains. Mais on parle pas de l'Algérie. Parce que l'Algérie, il y a 5 ans, quand c'était Bouteflika, il y a eu des gens qui ont été reconduits dans le désert dans des conditions atroces. C'est la vérité. Il faut être très clair. On est en plein désert. On est en train de jouer, même les Libyens actuellement, on est en train de jouer les supplétifs de l'Europe. C'est intolérable. Ce que je dis pas, c'est pas une question d'équilibrer. Oui, tu as raison, parce que tu rapportes en réalité une forte volonté des citoyens marocains qui ont été choqués aussi par ces images, qui refusent alors, bouge pas, Hanan, des frères africains tués. Je te coupe parce que j'ai la pub. Frères africains pour protéger en plus une colonie. Et que, exactement. Merci. Hanan, bouge pas. On est de retour juste après la pub, Hanan, parce que tu sais, on a de la pub ici. Il faut rentrer de l'argent. Très belle remarque. Ne bouge pas, Hanan. À tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Smaïn Tefour, avec Gamal Abina et avec Hanan Zawani. On va conclure là-dessus évidemment sur ce sujet, sur ce qui s'est passé évidemment du côté de Melilla, donc la frontière donc de Melilla, c'était vendredi avec ce bilan très lourd de 37 morts. Donc on rappelle le contexte parce que c'est très important. C'est effectivement 2000 réfugiés qui sont arrivés armés, bien préparés visiblement, prêts à en découdre évidemment pour passer la frontière et pour aller en Europe. Et on a eu une police marocaine qui a été complètement débordée et des images terribles qu'on a vues, des corps entassés, également des tombes qui ont été limite faites et réservées pour cet effet. Donc franchement c'est des images qu'on ne souhaite plus voir, qu'on ne veut plus voir, et il faut impérativement qu'il y ait enquête, qu'il y ait surtout des comme le dit Hanan d'ailleurs, pourquoi pas aussi un procès éventuellement. Hanan, dernier mot là-dessus, évidemment, avant qu'on passe à autre chose, parce qu'il faut qu'on appelle Tarek Mamil. Oui, alors dernier mot en 2 points. Effectivement, il y a la MDH qui est mobilisée sur place et qui surveille en réalité les autorités marocaines.
Il y a 16 tombes qui ont été creusées dans la journée d'hier. Et on demande tous effectivement à ce qu'aucun migrant ne soit mort, tué, ne soit enterré sans autopsie et sans enquête. Et un point important aussi pour rassurer un petit peu les Marocains qui nous écoutent, ce que je souhaiterais mettre en avant, c'est qu'on a un discours du roi qui est de dire on met en avant une politique qui est tournée vers l'Afrique. Il a été un des seuls gouvernants arabes à parler de créolisation et de métissage, avec des vraies actions qui sont faites au Maroc d'intégration, de lutte contre les discriminations. Mais aujourd'hui, suite aux images qu'on a vues, tous les efforts ont été mis à terre. Et il y a un phénomène qui va se produire et qui en réalité existe déjà sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, c'est que ces images de migrants tués, la brutalité de la police marocaine, mais aussi de l'autre côté de la police espagnole, aussi, faut le dire, a encore conforté nos frères africains dans le sentiment qu'ils ont, et je le nie pas, que les Marocains et les Maghrébins sont racistes. Alors tu parlais de racisme tout à l'heure. Oui, comme la police tue, comme on peut dire que oui, il y a le Maghreb est raciste. Mais on le dit de la manière comme on dit la police tue. Il faut apporter des nuances à ça. Ouais, et peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Mais voilà. Merci Hanan en tout cas pour être intervenu et puis très très vite évidemment et merci pour ton objectivité. À très bientôt Hanan. Ça fait plaisir. Au revoir. Oui, parce que je vous dis sincèrement, quand on lit les réseaux sociaux et quand on voit quelques énergumènes sur Twitter, on se dit ouh là là, c'est dangereux quand même, les enfants. Il y en a quand même qui ont tendance à justifier l'injustifiable. C'est l'indignité, c'est tout, il n'y a aucune classe. Nos frères africains, d'abord on est africains, nos frères africains subissent la même chose que nos frères maghrébins. Ils essaient de partir en Europe parce qu'ils ne trouvent pas de bonheur chez eux. Et il est intolérable de leur faire la misère. Surtout quand on sait que les deux territoires en question disputés, Ceuta et Melilla, sont marocains. Aujourd'hui, ils sont occupés par l'Espagne, c'est intolérable. Moi, je pense que s'il y avait une marche verte, je l'appelle même de mes voeux une marche verte, que les Marocains laissent rentrer les Marocains chez eux à Ceuta et Melilla, ça changerait peut-être la donne. On accueille le patron de cette radio, Tarek Pami, pour nous annoncer une bonne nouvelle, parce qu'il paraît qu'on a de nouveaux auditeurs. Tarek Pami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour à toutes et à tous. Oui, on est heureux de vous annoncer donc l'ouverture de nouvelles fréquences aujourd'hui pour France Maghreb 2 en technologie DAB numérique. Et actuellement, je suis à Poitiers. Je suis même au pied. On vous a pas arrêté oui, à Poitiers, on est revenu à Poitiers. Sans jeu de mots. Et donc, on diffuse à partir de Poitiers. Et je suis au pied donc du site de diffusion avec les éditeurs qui se sont déplacés de Paris à ici et avec l'ARCOM local. Et nous sommes heureux. Donc, nous vous avons écouté, cher Gamal, tout à l'heure, votre intervention sur la population marocaine qui reçoit bien les immigrés et la police qui se comporte un peu moins bien. Donc, c'est vous dire que je sais ce que vous avez dit à l'antenne aujourd'hui. Effectivement. Et à côté de Poitiers, donc, nous rediffusons, il y a une autre partie qui est partie à Tours. Et donc, à partir d'aujourd'hui, France Maghreb 2 est à Poitiers et à Tours, et continue son implantation sur tout le territoire national. Ça veut dire que vous pouvez partir de Paris en passant par Orléans, Tours et Poitiers, c'est une belle ligne. Et puis même à Bordeaux, je crois qu'on est en DAB d'ailleurs. Oui, à Bordeaux et à Toulouse. Voilà, Bordeaux, Toulouse. D'Orléans, on fait un petit tour à Poitiers. Ouais, oui, c'est voilà. La route. Mon et Dieu, puis donc on a fait une petite interview du président du CSA local que nous diffuserons donc cette semaine et qui est heureux. Et France Maghreb 2 étant une des plus anciennes radios en DAB, donc on a eu le droit à une prise de parole après le président du CTR et après donc monsieur. Tiens, on va prendre Pascal Hilaire, le diffuseur de l'étape. Pascal, bonjour. Donc bonjour. On est en direct sur France Maghreb 2. Salam alaikum. Voilà. Salam. On les a tous intégrés, t'inquiète pas, c'est pas parce qu'on n'est pas bien. Attention. Donc nous sommes à Poitiers. Wilfried, tu peux venir aussi? Bien. Et donc, tu viens de démarrer la diffusion de 13 radios sur Poitiers, 13 dans beaucoup de nouvelles sur la zone. Absolument. Et puis 13 autres aussi à Tours en même temps, aujourd'hui même. Oui. Et nous, à France Maghreb 2, on a la chance d'être avec toi ici à Poitiers et à Tours.
Absolument, pour les deux villes. Et qu'est-ce que ça fait de rallumer de nouvelles radios pour ceux qui ont été dans la FM il y a longtemps? Ça fait toujours. C'est un truc, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais allumer un émetteur, ça a toujours été une excitation. Et malgré les années, quand même 40 ans entre les premiers allumés et maintenant, une petite excitation quand même à chaque fois, même fatigué après avoir fait tout le boulot. Il y a un petit truc là qui fait que c'est excitant. C'est la radio passion. Voilà, c'est exactement ça. Et nous avons Wilfried, monsieur de Tocqueville. Alors, pas deux, mais Tocqueville, déjà, c'est bien. Dans le patron de la radio Suite FM, qui à la base était comme moi, Nord du Mont, et qui se retrouve elle aussi à Poitiers. Et c'est lui donc qui coordonne cette opération. Bonjour Wilfried. Bonjour Tarak. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs et toute l'équipe. Salut Wilfried. Salut. Salut. Christophe Roux te connaît, donc il te salue. Salut à toi Christophe. Voilà. Alors, cette impression d'être à Poitiers, à Tours par ailleurs, mais à Poitiers, et d'allumer donc ce nouvel émetteur pour nous tous. On retrouve effectivement, comme disait Pascal, un peu la sensation des débuts de la FM où on découvrait une nouvelle technologie, on découvrait quelque chose de nouveau, et c'est le cas aussi avec ce DAB, alors qui existe depuis quelques années, mais là ça devient sérieux maintenant. Il y a une diffusion qui est quasi nationale maintenant. Et puis c'est vrai que quand on est passionné de radio, parce que c'est quand même un métier qu'on fait qui est un métier de passion, et c'est toujours toujours très excitant comme ça d'assister à un démarrage d'une nouvelle radio, et même de 26 nouvelles radios ici aujourd'hui. Merci Wilfried, merci Pascal, merci au président de CTA, donc monsieur Lemoine, merci à vous toutes et à vous tous, auditrices, auditeurs de France Maghreb 2. Et j'aurai une surprise à vous annoncer le vendredi, parce que déjà, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés par écouter notre radio, qu'ils écoutent par l'application, et qui vont basculer maintenant sur la radio DAB. Ouais, absolument. Et on salue donc de nouveaux auditeurs, Poitiers et Tours, bien entendu. Et ça a du sens d'ailleurs, Tarek Mami, d'émettre à Poitiers pour France Maghreb 2. Je dirais ça le vendredi, si ça a du sens d'être à Poitiers ou pas. On verra le retour des auditeurs. Bon, très bien. Merci Tarek. Et bon retour merci à Paris. Bonne continuation, à tout à l'heure. Merci. Pour la petite nouvelle sympathique du jour. Donc pour les nouveaux auditeurs du côté de Poitiers, on a une belle carte de diffusion, les gars. Ah, c'est magnifique. Ouais, ça on le doit au travail acharné. Assidu et acharné, je dois le dire, de Tarek Mami. Faut lui reconnaître. Oui, il faut lui reconnaître, bien sûr. 01 40 33 9000, les enfants, on est parti pour parler un peu des vacances. Les vacances qui risquent d'être un peu contrariées. Pourquoi ? Parce que y a tout qui viennent un peu parasiter ces vacances. Je pense évidemment aux grèves respectives dans les aéroports, quelconque compagnie d'ailleurs, le personnel aéroportuaire de France et la hausse du carburant. Du coup, est-ce que vous allez faire un petit peu des économies ou changer un petit peu les plans des vacances pour cette année ? Ce qui s'est passé le vendredi. Non, ça c'est pas ça. Hop, c'est là. Hop, c'est nos amis d'Europa ce matin qui en ont parlé. Écoutez. Pouvoir d'achat, préoccupation majeure des Français, l'envol des prix des carburants pèse déjà sur leur budget et les vacances à venir ne vont rien arranger. Les prix à la pompe ont augmenté de 50% en moyenne sur un an. On se situe au-delà des 2 € le litre, que ce soit pour le sans-plomb ou le diesel. De quoi plomber le budget des futurs vacanciers contraints d'arbitrer leurs dépenses. Il y a ceux qui renoncent à partir et ceux qui prévoient de se serrer la ceinture une fois sur leur lieu de vacances. C'est ce qu'a constaté Élise Dangean dans une station-service de la région parisienne. Reportage. Pour tenter de maîtriser le budget vacances, déjà bien alourdi par la facture de carburant, chacun tente de trouver la parade. Les loisirs, on en fera moins. Là, on a dû réduire le prix pour l'hôtel. Du coup, on n'a pas pris un hôtel vraiment super. Et c'est globalement sur les petits plaisirs que les Français vont rogner, comme Muriel qui va partir quelques jours en Normandie. Sans se plaindre, il est évident qu'on doit faire des choix. Donc on va partir en voiture, on va essayer de passer les vacances le meilleur possible, mais on fera un restaurant en moins, on a une retraite qui n'est pas extensible malheureusement. Mais certains n'ont pas l'intention de se priver. Une fois sur place, il a donc fallu faire des choix. Et pour Jocelyne, auxiliaire de vie, ce seront des vacances plus courtes cette année, 2 semaines au lieu de 3 habituellement. Si c'est pour partir et rester sur place dans un lieu, c'est pas intéressant. On préfère partir moins longtemps et se dire voilà, on va profiter un petit peu. Et puis nombreux sont ceux qui prévoient de rouler moins vite cet été pour réduire leur consommation de carburant, quitte à éviter les autoroutes pour au passage économiser sur les péages.
Voilà un petit peu le ressenti des Français rencontrés dans cette station-service par nos confrères d'Europe 1. On voit que effectivement la facture est salée cette année, que ce soit pour mettre le plein dans la voiture ou que ce soit pour prendre l'avion. Et si on y rajoute donc une grève potentielle du personnel aéroportuaire et de certaines compagnies telles que EasyJet et Ryanair qui annoncent d'ores et déjà des grèves, ça risque d'être compliqué. Du coup, est-ce que vous avez pour vous, appelez-nous d'ailleurs pour le dire au 01 40 33 9000, un peu changé vos plans pour les vacances. Maïn, est-ce que par exemple partir en vacances, ça devient un peu plus compliqué pour toi, pour tes proches? Ça dépend où on va, Christophe. Après, si on reste en France et qu'il va falloir se déplacer en voiture, il est vrai que ça pose problème, ne serait-ce qu'au plan du carburant, parce que c'est quand même à des prix exorbitants. Moi, j'ai une voiture, pour être franc, et je l'utilise de moins en moins, Christophe. Je l'utilise uniquement pour emmener mon fils à l'hôpital ou faire mes courses. Donc, au-delà de cet agenda, j'ai pas d'autres... on va dire, j'ai pas d'autres courses à faire en dehors de ces deux-là. Donc, voilà. Gabal, les Français sont aujourd'hui dans ce constat de vouloir, n'ayant pas le choix en fait, que de faire des économies et peut-être de prendre d'aller un peu moins au restaurant, de raccourcir leurs vacances parce que leur budget ne leur permet plus finalement de partir comme avant. Avant, je me souviens à l'époque, il y a 40-50 ans, on partait le mois. Ouais, ce qui n'est plus le cas. C'est terminé. Même 30 ans. Même 30 ans. C'était les 30 glorieuses. Non, c'est longtemps après les 30 glorieuses. Ouais. Mais 30 glorieuses, ça arrête en 75, 76 en France parce qu'il y a la crise qui arrive en 79. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'à l'époque, on pouvait arbitrer. On avait un mois de congés payés, c'est comme ça que ça s'appelait, et ça s'appelle toujours d'ailleurs. Et on pouvait assez facilement partir parce que le coût de la vie n'était pas élevé. On n'avait pas une inflation à 5-10%, même si dans les années 80, ça a accéléré. 20% d'inflation annuelle, c'était l'horreur. Mais il y avait quand même un niveau de vie qui était acceptable. Aujourd'hui, tout est extrêmement cher, la nourriture, les transports, l'essence, on en a parlé, le chauffage. Donc c'est vrai que les gens vont devoir arbitrer, sachant quand même une chose importante, qu'on sort de 2 ans de Covid, donc 2 ans sans vacances, et surtout sachant qu'on sort de 2 ans de paupérisation de la population. Bon. Donc les riches sont riches, les pauvres sont pauvres. Bouge pas mon gamin, dans un instant d'accueillir Abdel et vos appels au 01 40 33 9000. J'ai envie de savoir si vous avez changé un peu vos plans pour les vacances. Dites-nous, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et encore une fois la bienvenue aux nouveaux auditeurs de Poitiers et de Tours qui nous écoutent donc depuis aujourd'hui en DAB+, annoncé tout à l'heure par Tarek Mami. Vos appels, Abdel. Salut Abdel. Salut Christophe. En fait, moi ça m'a intéressé quand tu as parlé du carburant et si je peux donner un conseil à tes auditeurs, écoute, moi je roule en hybride. Ça fait maintenant plus d'1 an là. Ouais. Les stations essence, j'y vais plus. Tout simplement parce que ce qui consomme le plus en ville, c'est les voitures consomment beaucoup en ville. Je mets que de l'essence quand je prends de l'autoroute et encore elle se recharge. C'est magnifique. C'est vrai, c'est-à-dire, je suis un homme heureux. C'est-à-dire, Christophe, ça fait presque 8 mois que j'ai pas mis d'essence. Excellent. C'est quoi comme véhicule? Parce que l'autonomie me suffit quand je fais mes trucs en ville et je roule beaucoup en ville. Et quand je reviens chez moi, je recharge, j'ai toujours de l'autonomie. Et il y a vraiment quand je fais des longs trajets que je prends, que je mets de l'essence, mais en fait, j'ai pas voulu prendre le risque de me mettre tout en électrique. C'est trop risqué. C'est vrai. Du coup, c'est pas au point. Là, pardon? C'est pas au point. Il n'y a pas assez de bornes. Tu peux pas, par exemple, si tu vas aller à Marseille, tu peux pas y aller avec une voiture électrique. C'est bon. Voilà, donc moi j'ai un hybride, tu vois, je peux faire à peu près 80 km avec l'électrique, c'est cool. Et en plus je peux monter, écoutez bien, avec mon hybride en électrique, je dépasse les 130 km/h. Ouais. Génial. Abdel, est-ce qu'en vue du contexte actuel, est-ce que ta période de vacances s'envoie un petit peu contrariée? Je vais pas te mentir, Christophe, moi j'ai un bon métier. Bien sûr, la vie quand elle augmente, je suis impacté. Mais jusqu'à maintenant, ça m'empêche pas vraiment de changer de vivre. Mais du fait que j'ai acheté un hybride, je fais partie des gens qui ont changé leur habitude et qui ont anticipé. C'est quoi comme voiture, Abdel? C'est ça la question. C'est un Vélard. Vélard? C'est quoi un Vélard? Ouais. T'es un Vénard, toi? C'est quoi Vélard? C'est quoi comme Vélard? Alors c'est un Range Rover Vélard. Ah, Range Rover, okay. C'est un ordinateur roulant, mais c'est magnifique. Ouais. Ah, la Tesla, moi, elle me plaît bien, la Tesla. On est deux, Christophe. Acheter hybride, c'est magnifique. La Tesla, moi, le jour où je serai directeur d'une entreprise, j'achèterai une Tesla. Merci beaucoup, parce qu'en plus, je pourrais la conduire. Merci, Abdel. Bah oui. Évidemment. Toute seule.
C'est vrai. Ah oui, j'aime bien cette bagnole. Ah ouais, magnifique. Mais elle vaut Elle une est fortune. impressionnante. Ouais, On est deux sur ce plateau, Christophe, à aimer Tesla. Ouais, on est les connaisseurs, Smaïd. Le tir roule en bicyclette, Gamal. C'est moi qui parle, mais. T'as une bagnole, Gamal, en fait. Mais non, il n'y a pas de bagnole, c'est un danger public sur la route. Juste lui donner. J'ai appris à conduire à 17 ans en Algérie. Oui, ça fait longtemps. À Bab el Oued, on va dire. Oui, bah en Algérie, en plus. À Bab el Oued. Il a appris à conduire à Bab el Oued. Tu vois, j'ai appris à conduire à 12 ans. Non, mais moi, 18 ans à Bab el Oued, à 17 ans plutôt. Ensuite, le permis, j'ai eu à 20 ans. Ensuite, ça fait 35 ans que je conduis. Ça va, je m'en tire à peu près bien. Ouais, mais tu conduis pas beaucoup. Est-ce que t'es motard, par exemple? Non. Moi, mais je déteste la conduite à Paris, c'est clair. Mais sur la route, je m'éclate. Là, on va partir, on va s'éclater sur la route. Très bien. Alors, vos appels au 01 40 33 9 tiens, pour savoir un petit peu comment ça va se passer pour vos vacances. Est-ce que ils sont un petit peu contrariés au vu de ce qui se passe, de cette augmentation considérable, de ces grèves aussi qui menacent. Vous qui partez peut-être, je sais pas, à l'étranger. Alors bonjour. Oui, Christophe. Oui, ton prénom. Nordine de Normandie. Je viens de rentrer d'Algérie hier soir. Ah, très bien. J'ai passé un mois. Ouais. Je suis magnifique. J'ai cramé 5 000 €, mais je suis très content. J'ai vu toute ma famille. Je suis pas parti en vacances depuis 2018. Ouais. Alhamdoulilah, on a un pays magnifique. À tous les Algériens qui sont opérationnels pour rentrer dans votre pays, voir vos familles. Il y a une inflation monstre en Algérie. On vous le dit pas. Faut y aller. C'est l'Aïd bientôt. Et voilà. On a un pays magnifique. J'ai profité de la folie. J'ai mangé du poisson à Asfoun. J'ai pas eu une goutte de pluie. Voilà. Il fait très chaud en ce moment. Il y a eu un tremblement de terre hier à Oran. Je sais pas si vous le saviez. Je suis loin. Ça s'appelle les Jeux Olympiques. Non, mais lui, il est dans les montagnes de Kabylie, Nordine. Non, mais c'est Azofoun, il a bien dit Azofoun. Voilà, j'ai ramené avec moi 25 litres d'huile d'olive. On partage, hein. On partage, hein. Ah oui, Et j'ai voyagé avec Air France. Surtout, ne pas prendre Air Algérie. Ah, non, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bien, ça. Non, c'est pas bon. Il n'y a pas eu de retard. Le vol magnifique. Mon fils de 2 ans. Il a le droit, c'est sûr. C'est son avis. Il n'y a pas eu de prix de turbine ou de Tminique. On arrive à l'heure. Et le prix du billet Tahia à toute la population. Tahia, force à vous. Force à vous. Merci Nordine. Bon, t'as passé de bonnes vacances, tant mieux en tout cas. Et profite bien de ton huile d'olive, tu vas pouvoir faire des bonnes salades magnifiques. Ouais. Ah là, tu vas kiffer. Allez, dans un instant, le quiz sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina qui est opposé à Smaïn Tefour. Smaïn, je suis éliminé à Talaha. Je compte sur toi. À tout de suite. Merci d'écouter France Maghreb 2 avec le grand forum évidemment, Smaïn Tefour et Gamal Abina qui sont avec nous. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez été plutôt bien disciplinés, je dois dire. C'est bien. Ouais. Je sais pas si ça va durer. Moi, je m'entends bien avec Gamal. Ouais. On n'est jamais mais moi aussi, je m'entends bien avec Gamal, je te promets. C'est bien le problème d'ailleurs. Avec toi aussi. Bon, allez, c'est parti pour le quiz. On y va, les amis. Le quiz. Et là, on s'entend plus avec personne. Chacun pour sa peau. Là, c'est. Chacun sort son couteau, là. Première question. Vrai. Automobile. Qu'est-ce qui a été créé en 1956 pour venir en aide aux personnes âgées? La vignette. Oui, la vignette, d'une durée d'1 an à l'époque. Bonne réponse. Bah oui. C'est pour payer les retraites à l'époque. C'est ça, Christophe. Bien joué. Non, pour les. Non, c'est pour venir en aide aux personnes âgées. On appelle ça la vignette des vieux, mais c'est bien joué. Ouais. Mort d'un bébé de 11 mois. Vous avez suivi cette affaire dans une crèche à Lyon. Que lui aurait donné l'employé suspecté de la mort de ce bébé? Du cyanure, je sais pas de. Non. Du paracétamol? Non. Je sais pas, je regarde pas les infos. C'est un produit extrêmement toxique. Javel? Non, c'est un produit qu'on utilise généralement quand on a des canalisations bouchées. Non, des stops? Non, Oh le con. Voilà. Ah, quelle horreur. Oh, bah ça alors, c'est inimaginable. On va être un débile, hein. Bah oui. Voilà, employé de 26 ans visiblement et qui était excédé par le cri du bébé. Ah, il a fait exprès en plus? Bah oui. C'est un homicide involontaire alors. Non, volontaire. Oui. Là, pour le coup, il va y avoir. Volontaire, c'est quand on prépare le coup. Il était excédé par le cri d'un bébé. C'est elle, c'est pareil. Elle lui a mis ça pour qu'il la ferme. C'est ça. Non, là, c'est très grave. C'est très grave, bien sûr. Ça. Non, elle va manger, tant mieux. On va chercher. Collision de 2 trains de banlieue dans quelle gare parisienne en 1988? Parisienne? Lyon, gare de Lyon. Gare de Lyon, 56 morts. Absolument, c'est l'horreur. C'était un drame ce jour-là, évidemment.
Gare de Lyon. Bonne réponse. 2-1 pour Amina. Quel président participera en visioconférence au sommet de l'OTAN qui commence demain? Russie, Poutine. Non. Non, c'est Macron. Zelensky. Zelensky. Bah alors Macron il y va lui. Mais Macron il va, il a raison. Forcément ça peut être que Zelensky, je suis bête. Zelensky, bien entendu. Je cherche à présent une comédienne, mais aussi actrice française. Elle est née en 1955, c'est donc son anniversaire à Paris. Isabelle Adjani, bonne réponse. Il y avait L'été meurtrier comme film. Ouais. Il y avait encore La Reine Margot ou encore la journée de la jupe. Ouais. Qui fera plaisir à Medjed. Ouais, c'est clair. Ouais, Medja. Ouais. Isa. Quel journaliste du Point, auteur d'un article mettant en cause... Ah oui, je vois qui c'est Balbueno. Non, du tout. Okay. Le couple Garrido-Corbière a été mis à pied. Non, c'est à tort. Convoqué à un entretien préalable à un possible licenciement. Comment s'appelle ce journaliste du Point? C'est pas un type sympa d'habitude. C'est comment il s'appelle? Je vois qui c'est physiquement, mais le nom il m'échappe. Ça va revenir. Tout a été monté de toutes pièces. Tout était faux. Les SMS étaient faux, tout était faux. Voilà. Il s'était excusé, mais bon. Trop tard. Ouais. C'est plutôt le point que s'était excusé lui, pas trop. Hein. Il a maintenu un petit peu le truc, mais bon. Ouais, c'est ridicule. Bonjour la déontologie. Du coup, il porte atteinte à la profession. Et il a été convoqué donc à un entretien préalable à un possible licenciement et mis à pied, évidemment. Comment il s'appelle? C'est le gars qui est sur ce canal, il passe à la télévision. Ouais, moi, je vois tu vois. C'est pas. Le nom, je l'ai pas. Aziz Emouri. Aziz Emouri, voilà, est une bonne réponse. Et enfin... Il était con là, ce coup-là. Dernière question. Où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens? Ah non, je peux pas me tromper. Samedi soir. Voilà. Et je dois dire que très beau spectacle. Vraiment, le spectacle était à la hauteur d'une attente incroyable. C'est vrai. Et je dois le dire, vraiment, je suis mauvaise langue, mais je dois le dire, on était tellement habitués par la médiocrité. C'est vrai. Que là, on a été totalement surpris par un spectacle formidablement bien réussi. Tout à fait d'accord. Un hommage à Hasni Chahsmaïn qui chantait dans ce stade en vidéo, c'était magnifique. Ouais. Toutes les régions d'Algérie ont été représentées, que ce soit par l'habillement, que ce soit par les images. Les délégations toutes étaient bien accueillies, avec peut-être des sifflets un peu plus importants pour la France, je dois le dire. Sans surprise quoi. Le Maroc très bien accueilli. Très bien accueilli, voilà. Khawa, bien sûr. Évidemment, et puis bon, il y en a qui ont donc crié aussi Palestine. Bon, ça fait partie normal, du jeu. C'est devenu un réflexe. Voilà, Algérie, c'est sa surprise. Voilà. Au moment où les Marocains sont entrés. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Oui, c'est un petit message. Mais les Marocains sont d'accord sur le message. Ouais, mais le peuple marocain. Oui, le peuple, bien sûr, évidemment. C'est plutôt le Marocain. Mais il est d'accord. Oui, bien sûr, on est d'accord. Bon. Victoire de Amina. Pas eu cette impression, il y a égalité. Si, non, il peut pas être à égalité, il y a 7 questions, Osmaïn. Je m'avoue vaincu alors. C'est comme dans un tribunal, quoi. 7 jurés. Bon, il me reste 3 minutes. C'est carte blanche, les enfants. 3 minutes, s'il y a un petit truc que vous voulez nous dire, un petit sujet qui vous tient particulièrement à cœur, une information à passer, c'est le moment, les gars. Une information à passer. C'est vrai que ça prépare bien les émissions, c'est formidable. Alors moi j'aimerais, je te demande en direct live, ça fera plaisir à mes amis. Non, tu me demandes rien, moi c'est non, je te le dis tout de suite. Non mais tu vas aimer, donc c'est pour ça que je te demande en direct live. Il y a une action qui est conduite par BDS et qui voudrait en parler la semaine prochaine, donc pourquoi pas. Si tu veux bien recevoir une des personnes par téléphone, elle expliquera quelle est l'action qu'ils veulent conduire par rapport à la question palestinienne. BDS, bien sûr, ça c'est oui. Ah bah évidemment. tu fais plaisir. Bah oui, évidemment. Smaïn, un petit mot, une petite. Je voudrais d'abord. Info, je ne crois pas, parce que là, comme ça, tu me prends au dépourvu. Franchement, je n'ai pas d'infos à donner, à part sur le plan international, par exemple. Je pourrais donner une information sur. Les Européens, par exemple, qui voulaient arrêter la fourniture, l'importation du gaz en 2027, ils ont été pris de court par Poutine. Et voilà, maintenant, ils sont carrément dans l'embarras, ce que j'appelle tomber de Caribe dans Scylla. Absolument. Et malheureusement, ici, on n'en parle pas, et ça a été quand même pris lors de la rencontre de Versailles, cette décision.
comment on n'arrive pas à anticiper ce genre de choses. Parce que Poutine, quand même, c'est ni Kadhafi, encore une fois, ni Saddam Hussein. Donc, on en fait des bêtises à Versailles, traité de Versailles, des psychofantaisistes. 1919. Oui, je suis assez d'accord. Versailles, donc très mal fréquenté cette histoire. Bon, je rajoute aussi d'ailleurs à propos de Poutine, il y a une information qui circule comme quoi il y aurait un complot contre lui, visant à le destituer. Complètement ridicule. Oh non. 90% de la population est pro-Poutine. Je vois pas comment il peut y avoir un complot. Non, mais il y a un potentiel candidat à Poutine qui risque de lui succéder. D'ailleurs, Poutine, c'est son souhait le plus affiché d'ailleurs. Non, c'est Shoigu, qui est encore doublement plus dur que Poutine. Alors, si Shoigu serait le futur président de la Fédération de Russie, alors, bonjour, on va dire... ça risque d'être tendu. Oui, ça risque d'être plus que tendu, parce que ils lui, vont regretter Poutine. Chez les durs. Voilà. Et plus jeune que Poutine, en plus. Bon, en tout cas, l'occasion, encore une fois, si vous n'avez pas regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens à Oran, franchement, il faut aller la regarder, c'était magnifique. C'est spectaculaire. C'était rempli d'histoires. Voilà, il y avait beaucoup d'histoires. Si, j'ai envie de dire une chose, Christophe, pour conclure, très rapidement. J'ai envie de dire Tahia Al-Jazair, comme nous a dit l'auditeur tout à l'heure, et j'ai envie de dire que l'Algérie actuellement montre avec cette cérémonie qu'elle est en train de se réconcilier, et on a vu l'accueil fait à Belmadi par la population de Oran, elle est extraordinaire, il en avait la larme à l'œil, et moi j'ai envie de dire simplement, l'Algérie nouvelle est en train de montrer son vrai visage. Et l'hommage qui a été rendu à Cheb Hasni. Et l'autre Bochnak qui a chanté, c'était magnifique. Ah oui. T'as vu avec il y avait une diva avec lui. Dounia Jazelia, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils ont fait un formidable titre, c'était magnifique. C'était un bon duo. Donc toutes les délégations sont bien. Et d'après d'ailleurs les retours des journalistes, ils ont dit on se sent chez nous là-bas, on est super bien accueillis, tout se passe bien. Généralement, quand on va en Algérie, on n'est jamais déçu. Comme en 75. Ah oui. Et pour la petite histoire, en 75, la France affrontait l'Algérie dans avocat, avec l'ancien avocat. Tu te rappelles le joueur ? Oui, absolument. Et la France a été vaincue. Oui, tout à fait. C'est nous qui avions remporté le match. Après, à l'époque, il y avait le fameux joueur Batloni, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, le fameux Batloni contre le fameux joueur avocat, le joueur français qui s'appelait... Demain, Sofiane Garbaoui et Ali seront avec nous entre 16h et 18h et on prendra des nouvelles des vacances de nos chroniqueurs. Nasser Laji qui nous fera une petite carte postale de cette magnifique île de Djerba demain. Salut à tous, rendez-vous demain sur France Maghreb 2. Il est 18h, dans un instant, c'est Cheikh Nali et Medjen.